Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 168 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, toujours notre top 100, avec la 19e édition de notre top 100. Bon, alors, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous, évidemment. La saison arrive à grands pas. On pourrait presque toucher et la sentir si on tendait le bras. c'est très bientôt. Dernier week-end sans NBA. Enfin, je dis ça, mais en vrai, moi, en termes de temps de sommeil, ça me change rien, puisque week-end, c'est pas comme si c'était mon dernier week-end où je pouvais dormir la nuit, et je dors tout le temps la nuit. Je sais pas vous, comment vous procédez, mais moi, je suis plutôt team, on se lève à 5h du mat, le matin, pour voir les matchs entre 5h et 7h, et ensuite avoir une vie normale, plutôt que de rester debout la nuit. Mais bon, ça, je suppose que ce sont des questions d'habitude, on va dire. Mais bref, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je ne sais plus. Ah oui, si, pardon. si, bien sûr. Aujourd'hui, on touche au but au niveau de la fin de l'intersaison et on touche aussi au but quasiment à la fin de notre série, la C-Lab Top 100 du Basket Lab. Le top 100 des joueurs de 2023 sur leur saison 2023. 19e épisode aujourd'hui. Avec la nuance que il n'y en aura pas 20 tout pile, mais un peu plus, puisque je suis pas arrivé à faire une playlist de 100, donc forcément on va un peu déborder. Mais donc aujourd'hui, 19e numéro de la C-Lab. Comme d'habitude, on prend 5 noms au hasard, à partir de la playlist, on en discute, on les rajoute au classement, et donc, on a un top 95 à la fin de cet épisode-ci. Top 95. Et donc, pour ce 19e numéro de la C-Lab, nous avons la chance de recevoir un nouvel invité sur le Basket Lab, puisque vous savez que c'est un top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Et donc aujourd'hui, nouvel invité sur le Basket Lab. Aujourd'hui, nous recevons Simon. Simon que vous connaissez probablement sous le pseudonyme de Alingua sur Twitter. Simon Alingua de Inside Basket, Inside the Hoop, le podcast, et aussi de Miami Heat France, vous le connaissez probablement. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 19e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série de l'été, la C-Lab, notre top 100 de 2023. On essaye de faire un top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Et donc, on reçoit un nouvel invité sur le Basket Lab. C'était un plaisir de le recevoir. On reçoit Simon aujourd'hui. Comment ça va, Simon ? Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Avec la nouvelle saison qui arrive, tout se prépare, on va dire. Ouais, c'est clair, tout doucement, on verra. On peut pas difficilement faire mieux que leur saison passée avec Miami, donc c'est vrai. Mieux ce serait le titre, donc on espère, hein, mais voilà, on verra. Alors Simon que vous connaissez sous un petit pseudonyme évidemment sur Twitter, Alingua bien sûr, mais aussi Simon que vous connaissez en tant que Simon sur le podcast sur Inside Basket évidemment et sur le podcast de Inside Basket, Inside the Hoop. L'actu en ce moment, a priori, bon il y a toujours un petit décalage entre au moment où on enregistre et la publication, mais on va être sur des previews de début de saison un peu classiques, je suppose. Oui, alors le format c'est toujours compliqué parce que il y a tout le monde qui fait ça de manière relativement différente, donc se démarquer c'est pas forcément soit l'intérêt, soit la bonne manière de faire, mais ouais, je pense que ce sera sur des previews ou bien sur des épisodes un petit peu d'actu, on verra en fonction de quand on fait exactement les previews. Ouais. Et puis aussi Simon du compte de Miami France, alors faut pas que je me trompe parce qu'il y en a plusieurs, c'est Miami FR1, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, honnêtement pour te dire, je sais même pas moi-même. Non, mais parce que c'est vrai que c'est toujours l'embrouille avec ces Miami Heat tiré du bas, je sais jamais comment on dit, et Fra.
FRA comme France. Quoi. Donc, Et alors, quelle activité en ce moment sur ce compte-là? Bah, majoritairement du Twitter. C'est Quentin, Spotch of the Year sur Twitter, qui le gère quand même en majorité. On a un tout petit Discord, on discute entre fans du hit. De temps en temps, on se fait des petites vidéos, des petits matchs. Il y a pas longtemps, on s'est fait officieusement, parce qu'officiellement, on n'a pas les droits. Mais on s'est refait un vieux match de 2004 où il y a eu le retour Shaq contre Kobe. Donc, une petite rediffusion, là, c'était cool entre nous. Et puis sinon majoritairement du Twitter parce que le site on en avait un avant, je devais le refaire depuis longtemps, j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, mais toujours plaisir de suivre la saison de Miami, notamment quand c'est comme ça, même si on a un peu c'était un peu compliqué cette année. On en parlait en off toi et moi, il y a pas eu de podcast pendant longtemps parce qu'on s'était dit on fait un podcast bilan de fin de saison régulière, de toute façon c'est même pas sûr qu'on fasse les playoffs. Puis après fin de saison, on a dit on attend la fin du premier tour, de toute façon on va se faire sortir contre Milwaukee. Et puis du coup, on a dit on attend, donc pendant 3 mois, il n'y a pas eu de podcast. Mais bon, voilà. C'était pour une bonne raison. Donc. Et puis après la fin des finales, vous avez pas eu la force, il fallait faire le deuil. Ouais, c'est ça, ouais. On a dû attendre avant de quitter cette dépression. Mais non, on était. Enfin même avec la défaite en finale, tu peux pas être dégoûté vraiment vu le joueur qu'il y avait en face et puis vu ce à quoi tu pouvais t'attendre au début des playoffs. C'est sûr, t'as une part de tristesse, mais bon, c'est déjà un miracle, hein, quoi, qu'on soit arrivé là, quoi. Oui, et puis vous avez failli faire combien là, 3 finales en 4 ans, quasiment. Ouais, c'est pas ça, loin. ouais. Hein, allez, moi je vous le donne le 2022 et le tir de Butler. Allez, je vous le donne, ça fait presque c'est sympa, ça. presque 3 finales en 4 ans, c'est pas mal quand même. Bon tir ou pas bon tir? C'est ça la question. Moi je pense pas, mais moi je pense pas. Mais après, c'est la théorie de la main chaude, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est, ça. C'est compliqué. Bref. On n'est pas là pour refaire ce monde-là parallèle, même si on pourrait totalement prendre le temps de le faire, ça pourrait être intéressant. Mais bref, donc on est dans la syllabe, notre top 100 de 2023, en tout cas on essaye que ça soit un top 100 de joueurs de 2023. Tâche très compliquée, tu arrives sur la fin, donc il y a beaucoup de noms déjà dans le classement. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué de se repérer. Mais est-ce que tu as des remarques à faire sur ce classement qu'on a actuellement? Pour l'instant, on a un top 90 du coup. Ouais, alors moi je suis peut-être biaisé par les podcasts que j'ai déjà pu écouter, contrairement à d'autres. Oui. Effectivement, il y a les débats qui reviennent toujours. On en avait déjà parlé après le premier sur ton Discord, le côté Jeremy Grant avec Kyle Anderson. Moi, j'étais team Jeremy Grant, mais bon, les deux je comprends. Sinon, moi, le Tatum Leonard, c'était un débat aussi que t'avais eu. Moi, j'étais plus Kawhi Leonard derrière Jason Tatum, mais ça se joue à une place, quoi. C'est pas forcément. Parce qu'effectivement. Autant par rapport à ceux dont on va parler aujourd'hui, Kawhi Leonard n'a pas forcément une grande différence de minutage. Autant par rapport à Tatum, quand même un écart. Donc voilà. Et puis sinon des trucs un peu plus perso. Moi, Bradley Beal, je le trouve quand même haut. Notamment parce que c'est un podcast que tu me dis si je me trompe, hein, qu'on juge énormément sur cette saison-là. Oui. Et donc effectivement, moi par exemple quand je le vois quasiment 10 places d'écart, alors comme tu dis, c'est plus des poules que vraiment des places. Par exemple, la 10 places de Jamal Murray, je le trouve un petit peu haut par rapport à ça. Alors, sachant que le fameux, donc là, on a un pool de joueurs, effectivement, qu'on a totalement inversé avec Azad, mais donc à la base, on avait plutôt Jamal Murray au-dessus de Bradley Beal. On a inversé ces deux groupes, mais si on n'arrête pas d'inverser, c'est qu'a priori, on est quand même dans la bonne zone. Mais toi, je serais plutôt du genre, les Brandon Ingram, Anthony Edwards et Jamal Murray, pourquoi pas les remonter plus haut que les DeRozan, Bradley Beal, alors? DeRozan pas forcément, en fait moi c'est vraiment individuellement Bradley Beal. D'accord. J'ai vraiment été extrêmement déçu de sa saison. Alors il y a toujours l'aspect et la variabilité physique qui fait que est-ce que c'est vraiment une perte de niveau ou est-ce que c'est juste il a été gêné cette saison et ça ira mieux tout de suite. Mais ouais, pour cette saison-là 2022-2023, je trouve que il a été moins performant que des Murray, que des Ingram, Edwards, etc. Donc. Après, voilà, ça dépend comment tu parles de pool de joueurs. Si tu considères que ta pool, elle est de 20 à 30, 31, ben oui, ils sont dans la même pool, quoi. Après, qui tu mets devant, c'est pas forcément très... C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Le groupe est très large. C'est ce que j'ai appelé un peu les créateurs un peu stars, mais pas trop, un peu efficaces, mais pas trop. Selon les cas, un peu plus, un peu moins. Tu vois, clairement, pour moi, il y a une différence avec ceux au-dessus, évidemment, les SGA, les Tatum, Leonard, qui sont vraiment hyper efficaces sur des gros volumes, et même avec des créateurs d'attaque un peu plus, avec plus de rayonnement collectif, peut-être, on va dire, des Garland, même des Fox dans le système de Sacramento, etc. Mitchell, évidemment.
Là, effectivement, ce côté Bradley Beal, DeRozan, Ingram, Edwards Murray, même Jalen Brown, qui est aussi par là. Je te dis, c'était un ordre différent il y a pas si longtemps. Effectivement, Okay. Ce serait pas étonnant. Je note ce que tu me dis, et ce serait pas étonnant que d'ici 2 épisodes, on rechange. Ouais, bah j'imagine. De toute façon, c'est comme ça toujours. Hein. C'est comme. Ouais. Donc ouais. Non, sinon des petits trucs, mais là c'est une énorme part de subjectivité. Donc je sais pas quelle est la base des autres. Moi, Klay Thompson, je le trouve haut, mais j'ai toujours été très bas sur lui. Donc là, en plus, il vient de perdre un petit peu ce côté défenseur très très bon. Donc ouais, personnellement, je le trouve un petit peu haut. Et puis moi, j'aurais mis Tyler Hero avec Jordan Poole, même si je sais que toi t'es pas d'accord. Donc alors Tyler Hero et bon, en fait c'est pareil, ils sont un peu dans le même pool. Ouais, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord. C'était juste pour. Il est 60e et Jordan Poole est 54. C'est ça, ouais. Bon, c'est la taxe Basket Lab, j'ai l'impression. Et Azad, t'as forcé à mettre Franz Wagner aussi haut ou pas? Un peu, ouais. Ouais. Parce que moi, tu sais, du coup, j'écoute les podcasts où vous en avez pas parlé encore, donc je sais pas exactement où il est. Mais quand les gens disaient, le best of the rest, Franz Wagner, j'étais tellement chaud parce que c'est effectivement un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve vraiment, je suis un peu comme Azad comme ça, on va pas le dire trop fort, mais j'aime bien les grands, très polyvalents, etc. Et je me suis dit, ouais, effectivement, Franz Wagner, il faut l'intégrer dans le top 100. Et là, du coup, j'ai vu le classement, je me suis dit, mais combien il a payé Azad pour qu'il soit aussi haut, donc ça m'a fait rire. Tu le mettrais où, par exemple, Franz Wagner, qui est 57 pour l'instant, qui est autour de Jalen Williams, Tyrese Maxey, Tyler Hero, Jordan Poole. C'est un peu ce côté, là aussi, créateur offensif, secondaire, pas génial, mais un peu polyvalent. Tu le mettrais plutôt vers où Ouais, moi, je le mettrais plus derrière les 64 dans ces eaux-là, quoi. Grant Williams, pour le coup, joue peut-être moins, mais je trouve que d'un niveau, pour l'instant actuel, il est moins créateur, forcément, mais c'est un joueur que je trouve actuellement, en tout cas, meilleur. Même si je vois très bien le développement de Franz Wagner et je suis pressé qu'il arrive vraiment à un niveau, en tout cas en termes de potentiel de ce qu'il peut atteindre, parce que vraiment ça va être un très bon joueur. Donc voilà. Tu ferais passer les 3&D d'élite là, les KCP, McDaniels, etc. Tu les ferais passer au-dessus, quoi. Ça peut, parce que je trouve qu'il y a aussi un côté régularité, tout ça, mais bon. Après, c'est pas, comme tu le dis là, on est dans la deuxième partie du top 100, c'est hyper compliqué sur 20-30 places, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Tiens, tant que j'en profite d'avoir un fan de Miami, est-ce que Kyle Lowry et Caleb Martin 82-83, on les ferait pas monter de quelques places aussi? Pour le coup, ça m'a pas choqué, tu vois. Non, ça t'a pas choqué, okay. Non, Kyle Lowry, en fait, limite Kyle Lowry, ça m'a surpris de le voir. Parce que cette saison, on sait que ça a été compliqué, ça reste un super joueur. Et toi, je sais que t'adores. Ça a été difficile. Mais je suis content de le voir là parce que c'est quand même un mec qui, quand il joue, est bon. Et Caleb Martin, il fait pas tant de choses en termes de polyvalence, etc. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est très très bon. Et donc, ouais, après moi, si Caleb Martin, tu peux le monter, je suis chaud. Mais ça me surprend pas de le voir à cette place-là, parce que ça reste, notamment en termes d'usage, etc. Moi, je pense qu'on est un peu peut-être biaisé par ces finales de conférences qui ont été très bonnes. Ouais. Mais c'est un joueur qui est important, et quand on sait qu'on l'a eu presque gratos, voilà. Donc non, moi après si tu peux le monter, moi je suis chaud. Hein. Et alors, justement, il y a notamment, parmi ces héros de Miami, nous n'avons pas Gabe Vincent, notamment, par exemple, dans la playlist pour l'instant. Est-ce que tu as des noms comme ça, un peu du best of the rest, que tu voudrais qu'on inclue au final dans ce top 100? Comme je te disais en off, Caruso, ça aurait été un nom intéressant, mais trop peu de minutes pour moi, malheureusement. Josh Green, c'est un mec aussi que j'apprécie beaucoup. Je trouve que son jeu est intéressant et va être très très important pour Dallas, peut-être trop important. Mais je préfère être patient encore, de voir. Du coup, voilà, un peu par élimination, si je devais en prendre un, je dirais qu'effectivement, notamment pour les arguments que les autres ont donnés avant moi, ceux qui l'ont mentionné, je pense notamment à N5, Malik Monk, je trouve que c'est un mec qui pourrait intégrer le classement. Ouais. Ok. Je crois que c'est Camille qui avait dû en parler de Malik Monk. Ouais. J'étais un peu réfractaire sur le côté minutage. Ouais, bien sûr, je comprends. Ouais. Parce que le rôle est très réduit. Mais tu vois, finalement, du coup, je suis allé checker. Effectivement, en termes de minutage par match, il est, je sais pas, dans les 23, peut-être quelque chose comme ça. Mais quand tu regardes la totalité de minutes qu'il avait pu jouer cette saison, il est pas si loin que des mecs comme Curry, etc.
Oui, effectivement, mais comme on a dit qu'on prenait pas le minutage total, mais un peu juste le côté, si t'as un minimum de matchs, on te qualifie, et ensuite on essaye de classer le par match, on va dire, au niveau du statut, du niveau par match, grosso modo, pour pas s'embêter avec des minutages, parce que si en plus on doit rajouter des minutages là-dedans, on va être complètement perdu. Je comprends. Après, la réflexion peut se faire tout de même sur Malik Monk, parce que en playoff, il passe à 31 minutes de jeu par match, je crois. Donc le rôle augmente en playoff. Bon, ça reste qu'une série, mais tu vois, même je me dis, c'était un peu une erreur du coup, mais on a fini par mettre Valanciunas, mais parce que je pensais que Valanciunas était plutôt gros titulaire que actuellement 25 minutes par match comme il est actuellement. Mais c'est vrai que tu vois, on peut imaginer un swap, genre Valanciunas, on peut le swap avec du Caruso, avec du Malik Monk, qui finalement ont des minutages aussi assez réduits. Mais est-ce que tu préfères pas 23 minutes de Malik Monk ou Caruso que 25 de Valanciunas? Ça s'entend aussi, je pense. Ouais, je pense que sur cette saison-là, 2022-2023, moi, si je devais les jauger, je préférais en tout cas du Malik Monk à du Valanciunas. Ouais, je suis assez d'accord. Ok. D'autres noms, tu vois, Gabe Vincent aussi, tu vois, je le mettrais un peu dans cette veine-là de je préfère Gabe Vincent plutôt que 25 minutes de Valanciunas aussi, pour le coup. Alors déjà, t'as le côté où moi je suis un peu biaisé en tant que fan. Ouais. Parce qu'effectivement, Gabe Vincent fait une très bonne saison, même s'il avait un rôle peut-être trop important par rapport aux blessures et au niveau un peu moins bon de Kyle Lowry. Après, si je dois être un peu objectif, je dirais que j'aimerais peut-être être un petit peu patient parce que on connaît l'habitude, en tout cas des joueurs de Miami, à être performants dans le système Miami Heat. Et une fois parti, peut-être montrer un niveau plus diffus, moins régulier, etc. Je pense qu'on aura de très bonnes réponses dès les premières semaines avec les Lakers. Donc voilà, on verra son vrai niveau. Après, si on le juge que sur le 2022-2023, il a fait une belle saison, quoi. Vraiment, en termes de création, en termes de défense, en termes de scoring, alors encore irrégulier, mais c'était un tout petit peu ce joueur un peu bonus, un match sur 4, qui allait te surprendre et t'amener le petit facteur X qui allait te faire gagner. Donc typiquement un peu dans le style de Malik Monk, quoi, tu vois, le bonus, on va dire. Donc ça me surprend pas, quoi. Si tu me demandes par exemple avec RJ Barrett, évidemment je préfère Gabe Vincent. oui, mais RJ Barrett aussi, un peu une erreur de casting, mais c'est pour ça que continuer à taper dessus, quoi, le pauvre. non, mais c'est tout l'intérêt de faire un classement participatif, c'est que j'ai fait ma playlist et effectivement il y a des noms où après réflexion et quand tu dézoomes et que t'apportes l'avis de quelqu'un d'autre d'autres personnes qui te disent non, mais en fait peut-être pas en fait. Peut-être qu'il faudrait pas. Ok, eh bien je note tout ça et je pense que on finira la saga en essayant d'essayer d'inclure quelques noms qui sont pas à 30 minutes par match mais plutôt autour des 25. On verra qui intègrent le classement, pardon. De toute façon, tu vas faire un épisode spécial de 2 heures pour réajuster tout ça avec Antoine. Exactement. Voire même peut-être un Twitch. Peut-être on pourra le faire sur Twitch d'ailleurs, pour encore plus participatif avec les auditeurs. On verra. J'ai oublié de dire en intro, t'as eu des très bons invités tout au long de la saga, et puis t'as eu Azad aussi, c'était bien. Donc oui, tout à fait. On a eu des invités de qualité et Azad est venu aussi. Voilà, c'est ça. Bon, tu vois, Azad, si tu nous écoutes, c'est pas moi. Là. Bon, bref, assez de private joke. Donc, j'ai même pas encore annoncé la cuvée du jour. Belle cuvée d'ailleurs, belle cuvée. Tu as arrêté une belle cuvée. On a du Stephen Curry aujourd'hui. Il est là, potentiellement en top 5. On verra. Du Porzingis. On a du Herb Jones. On a du Jordan Clarkson et du Kyrie Irving. Donc, il y a du bon et du moins bon, sans désigner personne. Question habituelle. Comment toi, tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres, ces 5-là? Du coup, le 1 était assez rapide, Stephen Curry. Le dernier était assez rapide aussi, pour moi, Jordan Clarkson. Après, j'ai mis Herb Jones dans 4, assez sensiblement, et je me suis pas mal posé de questions entre Kyrie et Porzingis, notamment sur cette saison-là qui était vachement intéressante. Et puis, en termes de qualité, notamment de points, où les joueurs sont élites, j'ai mis plutôt Kyrie Irving devant Porzingis. Ouais. Mais je me suis pas mal posé de questions là-dessus. On parlera de Porzingis après, mais je trouve que c'est un cas extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai mis dans l'ordre Curry, Kyrie, Porzingis, Herb Jones et Clarkson en dernier. Ok. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'arrive pas souvent sur la syllabe, mais je suis d'accord avec toi. J'ai exactement le même classement. Tu m'as fait peur au début. Non, justement, il y a souvent, finalement, plus qu'on le pense, on n'est pas d'accord, mais c'est l'intérêt d'inviter des gens qui n'ont pas le même avis non plus, de pouvoir discuter, mais là, pour le coup, je suis d'accord.
on peut commencer de suite avec le cas intéressant, comme tu dis. On peut aller sur Porzingis, si ça te va. Donc Kristaps Porzingis, je te fais un peu le topo avant qu'on en discute. 32 minutes par match en moyenne cette saison, 65 matchs, 108 de true shooting plus, donc plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne au niveau de son scoring. C'est très bien sur 27% d'usage. Pour te lancer, c'est vrai que on est sur une très bonne saison de Porzingis, mais peut-être un peu passé sous le radar à cause de Washington en fait. J'ai envie de dire enfin une très bonne saison de Porzingis. Alors je suis pas fan de New York, donc c'est pas forcément quelque chose qui me dérangeait au début, mais plus sa carrière avançait, plus j'étais frustré parce que tu vois forcément ce qu'il est capable de faire potentiellement, mais tu peux pas t'empêcher d'être frustré parce que il ne l'est pas capable justement, surtout que la longueur d'une saison. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris cette année, c'est que ces baisses significatives que tu ressentais après mi-décembre, début janvier, etc. Bah c'est pas quelque chose que j'ai ressenti cette année. Et comme tu l'as dit, pourtant Washington c'était quelque chose de très compliqué. Voilà, je pense pas me tromper en disant que c'est probablement lui le meilleur joueur de Washington cette année, de par sa régularité, etc. Donc moi j'ai vraiment été extrêmement surpris positivement par ce qu'il a pu montrer. Et voilà, si je dois retenir notamment une chose hors statistique sur lesquelles on reviendra après, je pense, c'est qu'en fait je l'ai trouvé beaucoup plus instinctif et beaucoup plus à l'aise sur un terrain. Je pense notamment grâce à son physique qui tout simplement a tenu tout au long de l'année. Et du coup tu vois que il a un éventail de choses qu'il peut faire. Qui est beaucoup plus libre, tout simplement parce que lui, tu vois qu'il est pas dérangé psychologiquement par tout ça. Oui, en effet. D'ailleurs, tu le mets même devant Bradley Beal en termes d'importance cette saison. En fait, il y a ce côté de si demain tu me dis de prendre le meilleur joueur, probablement que je prends Bradley Beal. Mais le côté déçu de la saison de Bradley Beal et très positivement surpris de la saison de Kristaps fait que je trouve que voilà, si t'avais une tête d'affiche un petit peu de cette saison de Washington qui malheureusement a été très négative, ouais, je trouve que voilà ce qui ressort un petit peu de sa saison. Si dans 10 ans tu te dis tu te rappelles de la saison 2022-2023 de Washington, les gens se diront ah oui c'est ça, le Kristaps Porzingis a été très bon, etc. Tu vois, c'est un peu le truc qui ressort. Alors après la valeur des joueurs, évidemment moi je pense que j'ai Kristaps d'ailleurs derrière Bradley Beal dans mon classement. Non, mais tu veux dire que dans l'absolu, tu préfères encore Bradley Beal en termes de valeur intrinsèque dans l'absolu, entre guillemets, mais sur le niveau de performance, à la fois Beal a été décevant et Porzingis a été, lui, a performé, donc exactement. Le croisement des deux, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que pour rester sur ce côté grande saison, déjà 65 matchs, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça tout le temps. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2017 qu'il fait 65 matchs dans une saison. Donc c'est son année sophomore, et donc avant la blessure, bien sûr. Non, je dis non, mais j'avais noté la même chose. Même 2120 minutes, c'est la première fois depuis 2017. Je m'étais noté le même truc. Ah oui, carrément. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un joueur qui est cette année très efficace, 108 de true shooting plus, et c'est son meilleur score en carrière, clairement, parce que depuis toujours il flirtait avec la moyenne, on va dire un peu en dessous, un peu au-dessus. Grosso modo, 96, 99, 98, 102, donc plus 2%, 102 par rapport à la moyenne. Et là, ça monte à 108. On a une vraie très très belle saison qui, je pense, est un peu motivée poussée par une très belle réussite à 3 points, 38% à 3 points sur plus de 5 tentatives par match. Là encore, un meilleur pourcentage depuis 2018, là encore. On a toujours eu ce côté grand shooter spacing, mais voilà, c'est que son première fois depuis 5 ans qui fait d'aussi bons pourcentages en termes de réussite pour de vrai. Mais on va dire que le profil reste imparfait d'un point de vue offensif. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas un joueur génial ou parfait qui a tout dans son répertoire, mais la valeur de son profil vient aussi surtout de ce côté spacing point d'intérieur. Ouais, bien sûr, c'est clair. Alors là, on voit très bien quand tu analyses un petit peu du coup les stats qu'il a, notamment en termes de où est-ce qu'il prend ses tirs et quelle est sa réussite. En fait, limite là où il est le meilleur, c'est quand il est loin du poignet. Ce qui est un peu bizarre pour un intérieur et encore plus particulièrement pour un mec aussi grand, tout simplement. Mais effectivement, son shoot extérieur est excellent. Il a une très belle réussite et on se rend compte que il tire de plus en plus à mi-distance. Et puis il est aussi de plus en plus efficace à mi-distance. Donc c'est bien. Alors en plus, si tu construis ton équipe en te basant sur le fait que lui il est capable de s'étirer en attaque, voilà, moi je pense notamment à Miami, pour le coup c'est typiquement le genre de joueur que nous on kifferait dans notre système. Oui. Non mais effectivement sur ce côté-là, c'est vraiment incroyable. Et moi je trouve que il a réussi à développer plusieurs petites armes et surtout à les rendre efficaces, parce que les avoir c'est bien, mais
les rendre efficaces, c'est encore mieux. Tout au long de l'année, et j'ai vu plusieurs choses différentes possibles. Voilà, que ce soit du post-up où il a été vraiment vraiment excellent. Moi, je suis allé checker un peu les stats pour préparer tout ça. Il est 90e centile sur post-up cette année. C'est parmi les meilleurs joueurs de ce truc-là. En catch and shoot, il a le 15e plus gros volume de la ligue actuelle, c'est dire à quel point. Je parle en tentative. Et puis voilà, comme tu dis, son true shooting plus, il est de 108. Donc ça prouve que tout ce qu'il fait, c'est efficace. À mi-distance, enfin pas tout, mais une bonne partie de ce qu'il fait est efficace. Et c'est là où je pense que c'est bon, c'est que il arrive à optimiser un petit peu tout ce qu'il peut faire. Et forcément, quand t'es un joueur comme ça, bah c'est là où tu vas être faire du bien à ton équipe. Parce que quand tu vois l'impact qu'il a sur Washington, du coup, c'est plus important que ce qu'il a pu avoir par le passé. Oui, mais après, je pense que les attentes du tout début de carrière étaient sans doute un peu exagérées. Pour le côté New York, peut-être, je pense que ça a dû jouer un peu. Mais les attentes de go-to-guy ou de créateur offensif de premier chapeau, on va dire, étaient clairement un peu disproportionnées pour moi. Mais ça veut pas dire que le joueur n'est pas du tout intéressant, évidemment. Donc il y a peut-être un côté pour certains un peu de déception, ou alors c'est un talent déchu, alors qu'en fait non, il a jamais vraiment eu ce potentiel là de création pure. Au poste bas il galère un peu, mais on en a aussi souvent parlé, mais parce qu'il a un centre de gravité très haut aussi, donc c'est un peu compliqué même d'aller punir des mismatchs au poste bas parfois. Mais par contre, ce qu'il a, c'est un toucher de balle fabuleux. Et ça, on le voit sur le jump shot. Là, pour le coup, l'enflammade, si je puis dire, de l'époque, de quand il a débarqué en NBA, celle-là, elle était réelle, sur ce côté un peu licorne, comme on dit à l'époque, de 3 points et défense du panier, et défense, on va y arriver, mais défense potentiellement d'élite, ce qu'on avait pu voir au tout début de carrière. Ça, pour le coup, c'était justifié, et comme tu dis, c'est un des meilleurs jump shooter de NBA parmi les intérieurs, en fait, très très simplement. Il est pas au niveau, je pense, de Towns, qui est dans encore une catégorie au-dessus, mais qui est un peu tout seul. Towns, c'est un peu le Curry des pivots, mais Porzingis, il est quand même juste en dessous, quoi, je pense. Et comme tu dis, pas mal de tirs à mi-distance. D'ailleurs, c'est assez remarquable qu'il soit à ce point efficace, alors que une bonne partie de son répertoire vient à mi-distance, où a priori c'est pas des tirs rentables en soi. Mais voilà, on a un peu de tout, on a un peu de 3 points, on a un peu de mi-distance, où avec son toucher de balle, il s'en sort très très bien. On a des tirs au panier, qui d'ailleurs, paradoxalement, on pourrait se dire, c'est peut-être pas, il va pas beaucoup au panier, ou il y a pas beaucoup de tirs au panier parce que la blessure, mais en fait non, il a jamais été vraiment pris beaucoup de tirs au panier, donc c'est pas tant la blessure que ça. Par contre, c'est vrai que là où la blessure l'a affecté un peu plus avec les années, c'est au niveau de la défense. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses de sa défense, on va dire, de son niveau défensif en 2023? J'ai été plutôt surpris positivement cette année. Je pense toujours que c'est, de par sa mobilité, tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait tout de même faire mieux. Mais cette année, j'ai vraiment été surpris positivement. Pas forcément en protection du cercle direct, mais en second rideau ou quelque chose comme ça qui peut venir en aide. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Tu vois, un peu le même style que Giannis fait, je compare pas les deux joueurs, attention, hein, mais un peu le style que Giannis a à Milwaukee, où t'as du Brook Lopez qui est là, mais Giannis va venir en second rideau, te bloquer, etc. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez Kristaps, et je pense que c'est vraiment un truc qu'il est capable de faire. Si tu lui demandes simplement de protège l'arceau, reste dans la raquette, tu attends, je pense qu'il va un peu se faire agresser par des gars plus lourds que lui, etc. Et je pense que de toute façon, peut-être qu'il sera jamais prêt pour ça, même s'il s'est amélioré. Mais en tant que deuxième rideau comme ça, un peu comme du roaming, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est bien. J'imagine que c'est aussi un peu pour ça que Boston l'a récupéré cet été. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Le switch, ça va, mais je pense que je suis positivement satisfait, mais il y aura toujours un petit manque, un petit truc qui me manque du côté défensif. Le cas défensif est un peu compliqué, je trouve. Au niveau des chiffres, on aime bien s'en remettre aussi aux chiffres parfois pour la défense, parce que ça mesure factuellement. On n'a pas le temps de voir tous les matchs, mais bien sûr. C'est vrai que la différence, elle se fait surtout au niveau du panier et de la protection au panier par rapport à la blessure d'avant. Je veux dire, on était vraiment sur quelqu'un de incroyablement explosif pour sa taille. Et c'était ça qui sortait du lot, c'est qu'on se disait on va pouvoir avoir un protecteur de panier de très haut niveau, et donc couplé avec un jump shot, c'est jackpot, quoi. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un net,
une baisse par rapport à ses premières années avant blessure, notamment en termes d'impact au panier sur l'efficacité qu'il pouvait avoir, où il était toujours dans le 80. Quand il était sur le terrain, les chiffres de l'adversaire shoot au panier pas très bien, et sa performance défensive du coup était un peu dans le 90e centile, pardon. Donc mieux que 90% des joueurs à son poste. Et alors que là, on est plutôt sur une moyenne, soit une moyenne pas mal, une moyenne haute parfois, mais on est plus sur ces chiffres d'avant blessure. Mais en même temps, je sais pas, parce que tu vois quand on regarde donc l'efficacité, le on-court efficacité de l'équipe adverse, donc à quel point est-ce que l'équipe tirait bien au panier quand il était sur le terrain, on est dans le 30e centile cette année. Donc voilà, mais par contre quand on regarde d'autres chiffres qui sont à quel point est-ce que lui affecte les tirs quand il est proche du panier et pas quand il est sur le terrain de manière générale, là les chiffres sont beaucoup mieux quand il est proche du panier et donc a priori un peu plus impliqué dans l'action. On est à moins 11% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est le 7e de NBA parmi les gros volumes défensifs, on va dire. Donc je sais pas, on a un peu cette contradiction entre certains chiffres, soit de les on-court où c'est juste les minutes où il est sur le terrain, mais ça se trouve il est loin du panier, donc effectivement c'est peut-être pas à mettre à son discrédit, ou alors les chiffres où il est proche du panier, mais c'est peut-être pas non plus forcément lui tout le temps qui prend qui défend, je sais pas, hein, on peut imaginer un Daniel Gafford qui peut aider ou d'autres trucs comme ça, mais bref. Je pense que ce qui est important là-dessus, c'est aussi de s'en référer un peu à l'analyse visuelle quand on est dans des cas comme ça. Et je restais quand même sur une bonne impression de très bonne saison défensive, mais peut-être pas chapeau 1 en termes de protection du panier. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est sur un bon protecteur de panier, mais on n'est pas sur un Gobert, on n'est pas sur ce genre de choses, quoi. Ouais, je m'étais noté aussi le moins 11% là. Et c'est pour ça que je te disais qu'un peu en second rideau comme ça, parce que du coup c'est 6 pieds. Cette mesure-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, tu sais que c'est pas forcément que du panier, mais qui peut venir en second rideau. Et voilà, typiquement, moi j'ai vu pas mal de séquences cette année où il se fait prendre de vitesse par le guard. Par contre, il faut que le guard shoot vite derrière au lay-up parce que sinon, lui il est là avec sa grande envergure. Donc c'est le genre de défense qu'il est capable de faire. Après, comme tu l'as dit, il est pas panier 1 parce que si tu bases toute ta défense sur lui, je pense que ça suffirait pas, quoi. Oui. Cela dit, tu vois, je dis saison passée un peu sous les radars. Pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde, parce que Boston est quand même allé le chercher. Ouais. Ils ont payé un prix qui était pas négligeable, hein. C'est pareil de Marcus Smart. Ouais. Alors au début, le prix était passable, hein, quand c'était que Brogdon. Ouais. Mais j'avoue que je me pose un peu la question parce que à quel point est-ce que on le juge bon défensivement, enfin plutôt à quel point est-ce qu'il est bon défensivement, même si nous on n'arrive pas forcément à le juger, mais à quel point est-ce qu'il est bon défensivement, ça peut aussi déterminer la suite de sa carrière, notamment et le futur à Boston, parce que clairement on est sur quelqu'un qui a un peu de mobilité, mais clairement pas autant qu'avant, que sur les jeunes années à New York où vous pouvez faire un peu plus de switch ou un peu plus de trucs un peu anormal par rapport à sa taille. Là, je pense qu'on est sur un bon défenseur, mais après le combo de très bon spacing pour le poste 5 et bon défenseur, c'est aussi un combo qui, malgré même si c'est pas élite dans une des deux catégories, c'est quand même très intéressant. C'est très valuable dans la NBA d'aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement. Pas trop de passing non plus. Alors des flashs, enfin comme d'habitude avec Porzingis, des flashs par-ci par-là, mais pas non plus quelqu'un qui va pouvoir organiser vraiment des séquences de passing à la Bam Adebayo que tu connais bien. Ouais. Mais voilà, on est un peu là-dessus. Niveau classement du coup, sauf si t'as d'autres choses à rajouter, hein, tu me dis. Ouais, deux tout petits trucs. Un truc, t'as dit niveau passing, c'est pas fou, mais je trouve quand même mieux qu'avant. Pas forcément bien meilleur passeur, mais plus passeur. Je le trouve moins trou noir que les années précédentes. Oui. Ça c'est une bonne chose, je trouve. Et un dernier truc, alors ça c'est pas forcément quelque chose qui m'avait sauté aux yeux tout au long de la saison, mais c'est plus que j'ai découvert là ce moment-là. Je regardais une vidéo d'analyse un petit peu d'un mec qui avait suivi Dallas et il parlait du fait que en fait Porzingis c'est un mec qui avait souvent pris des shoots en mouvement et que c'est quelque chose qui faisait beaucoup moins à Washington, qu'il était plus servi sur du catch and shoot avec les pieds déjà un peu bloqués. Et que c'est peut-être pour ça que tout simplement sa réussite elle est plus importante parce qu'il est plus à l'aise dans les shoots qu'il prend. Et effectivement ce côté de pas de mouvement pour un mec aussi grand, c'est peut-être une solution pour le rendre ultra efficace offensivement, quoi. Donc. Surtout qu'il est tellement grand que c'est même pas besoin de le faire bouger, quoi. Même s'il bouge pas et que le défenseur est sur lui, à quel point est-ce qu'il arrive à contester le tir, quoi. Ouais. Donc voilà. Non mais effectivement. Ce sera un des cas à suivre pour l'an prochain. Ça se trouve, l'an prochain, il va gagner
20 places de plus sur la syllabe ou en perdre 30, on verra sur la syllabe 2024. Mais bref, donc, avant de faire 2024, faisons 2023. Donc, où est-ce qu'on imagine dans le classement cette année? Du coup, moi, je l'avais vu quand même assez haut parce que j'étais assez content de ce qu'il a fait cette saison. Moi, je l'avais mis un peu dans, voilà, je vais parler en termes de fourchette, dans les peut-être derrière le groupe de on en parlait tout à l'heure, dans les 30, 36 dans ces eaux-là à peu près. Peut-être pas forcément devant des Mobley qui font quand même une saison en termes de polyvalence et surtout d'apport défensif assez incroyable. Mais tu vois, par exemple, quand je compare à Jarrett Allen, j'aime bien ce que fait Porzingis. Donc moi, je l'aurais mis dans ces coins-là, quoi. J'étais un peu dans la même zone aussi. Mais alors 36, c'est Julius Randle en l'occurrence, le 36 précisément. J'avoue que le côté de Jarrett Allen et Nick Claxton, pour moi, il y a une défense qui est bien meilleure. Mais en même temps, il faut aussi supposer le côté spacing à 3 points, comme tu dis. Ouais. En fait, autant Nick Claxton, j'adore. Vraiment, défensivement, je trouve que c'est assez incroyable. Mais c'est vrai qu'il a moins de polyvalence offensive. Après, à quel point tu pondères tout ça, c'est toute la question, elle est là. Mais par rapport à Julius Randle, par exemple, qui pourtant était, je crois, All-Star, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, je préfère avoir un Porzingis dans mon équipe, de par sa saison 2023, quoi. Et par rapport à Markkanen, qui est aussi dans cette zone-là? C'est exactement ce que je me suis posé comme question. Parce que Markkanen, pour le coup, typiquement, un peu comme Porzingis, il a fait une super saison, offensivement. Je pense que je mettrais peut-être Porzingis derrière. Derrière Markkanen? Ouais. Je sais pas. Mais dans ces eaux-là, en tout cas. Parce que le problème, c'est que si on le met devant, on arrive vers du Nick Claxton, quoi. Est-ce que toi, tu as envie de le mettre devant Claxton? Non, on peut le mettre entre les deux, cela dit. Entre Claxton et Markkanen. Parce que finalement aussi, l'intérêt de ce poste-là, c'est l'apport élite défensif. Ce que peut avoir Claxton. Après, comme tu dis, à quel point tu pondères le côté 3 points et spacing que peut apporter Porzingis. Pour moi, il y a clairement un step entre Claxton et Allen défensivement et Porzingis. Okay. Je pense. Mais en même temps, il est quand même bien meilleur défensivement qu'un Markkanen. Même si Markkanen est un peu plus efficace, mais tu vois, ne serait-ce que sur le côté défense, j'ai pas de mal à voir Porzingis au-dessus de Markkanen, quoi. Même si, on va dire que sur le talent individuel, le skill set, Markkanen est peut-être un meilleur joueur de basket, joueur d'un contre un, joueur de skills peut-être, mais en termes d'impact, je me demande à quel point le côté pick and pop ou spacing depuis le poste de pivot plus protection du panier pas mal, ça peut pas le mettre au-dessus. Ou toi tu le mettrais derrière, mais en tout cas devant absolument Randle, alors c'est ça? Moi je le mettrais devant Randle, ouais. Ok, on peut faire comme ça alors. Je peux le mettre devant Randle, entre Markkanen et Randle alors, si on laisse Markkanen devant. Ouais, pas de souci, comme tu veux. Si on peut faire comme ça, ouais. C'était vraiment, j'avais comme échelle basse Randle, quoi. Ok. Et tu pouvais monter du coup en échelle haute, Jalen Brown? Ouais, je pense. Hein. Après, Bane, en fait, c'est un joueur que j'ai vraiment du mal à analyser. Ouais. Donc, je sais pas exactement comment je le placerais par rapport à Porzingis. Mais ouais, moi, personnellement, j'aurais pu mettre Porzingis devant Jarrett Allen, tu vois. Je vois. Effectivement, ça, c'est pas impossible. Surtout qu'en plus, j'ai mis Jaren Jackson assez haut pour ce côté, justement, défense plus spacing. Donc, on pourrait totalement faire cet argumentaire aussi. Ok. Eh bien, avançons sur le quiz, si tu veux bien. C'est pour ça que je suis venu, hein. C'est pour tes jeux de mots et tes quiz, en fait. Petit quiz pour finir. Nous sommes le 14 février 2023. C'est un poster dunk contre les Blazers. Je ne dis pas qui se fait posteriser. Mais est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? 14 février, je sais plus si c'est avant ou après la trade deadline, ça. C'est juste après. Du coup, Porzingis. Est-ce que t'as Bradley Beal? Parce qu'il a été tellement absent cette année. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que t'as du Monte Morris? Oui, okay. Exactement. Kuzma joué? Oui. Ok, donc il me manque un mec. Alors, du coup, je vais un peu tous les faire. Hein. Est-ce que c'est du Corey Kispert? Non, ce n'est pas lui. Du Avdia? Non. Ah. Est-ce que c'était Hachimura? Il était encore là, du coup. Ah bah non, c'est après. Tu m'as dit. Non, donc il était pas plus là. Hachimura, non. Ouais. C'est une bonne question, du coup. Mais je pense pas que ce soit Gafford, s'ils auraient joué trop grand. Et c'est Daniel Gafford. Si. Ah ouais? Oui, c'est Gafford qui est sur le terrain, effectivement. Du coup, il joue avec Porzingis, Gafford et Kuzma. Oui, wow. C'est ça.
Ok, alors je suis surpris. Bon, après, c'était Washington. Hein. Ouais, mais bon, je suis quand même surpris, quoi, tu vois. Parce que ça veut dire Kuzma en 3, c'est quand même culotté. Et côté Portland, du coup? Ah oui, pardon. Ah bah du coup, Lillard, il était blessé. Si, il est là, Lillard. Ok, Lillard, Nurkic. Nurkic n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas lui qui se fait postériser. C'est pas lui qui se fait postériser. C'est Drew Eubanks. Exactement. C'est Eubanks qui se fait postériser. J'étais sûr. Flo, dans mon podcast, est fan de Drew Eubanks. Simone, c'est là? Oui. Fernie Simons. Jeremy Grant, du coup, j'imagine. Non. Ah, il est pas sur le terrain. Alors, Portland, c'est horrible l'effectif qu'ils avaient cette année en plus. Si je te dis le trade de Luka Doncic. Le trade? Trae Young. Non. Alors, qui a été échangé contre Luka Doncic? C'est Trae Young et un futur choix 2019 qui allait donner. Ah non. J'allais dire Cam Reddish, mais c'est pas lui, si. Si, c'est Cam Reddish. Ouais, Cam Reddish. Et le dernier, c'est un peintre. Un peintre. Alors attends, je me fais demander peintre. On est après la trade deadline. Ouais, bah j'imagine, mais qui ils ont pu changer? Portland, c'était tellement la galère cette année. C'est un spécialiste défensif qui a un prénom de peintre. Qui a un prénom. Ah, je galère, mais je l'ai pas. Hein. Depuis les Sixers, c'est les Sixers qui l'ont envoyé à Portland. Ça te dit rien? Matisse Thybulle. Exactement, okay, Matisse Thybulle. Oui, je l'ai. Si tu m'avais pas donné les Sixers, je l'aurais pas retrouvé. Tiens, on peut aller sur Herb Jones, si tu veux bien. Deuxième joueur du jour, Herb Jones. 30 minutes par match en moyenne pour Herb Jones. 66 matchs, 98 de throw shooting plus, donc moins 2% par rapport à la moyenne en termes d'efficacité. Sur 14% d'usage, qui était évidemment un volume assez modeste. On est vraiment sur un des meilleurs défenseurs de NBA, déjà, j'ai envie de dire. Mais la question, c'est à quel point est-ce que l'attaque rattrape le tout ou pas? C'est exactement ce que je me suis noté. Je me suis noté, c'est le cas différent du pod par rapport à tous les joueurs que tu m'as proposés. C'est vraiment lui qui ressort en opposition complète avec le reste. En fait, c'est ça, c'est que s'il est là, c'est pour sa défense. Parce que, voilà, je pense que tu as dû la voir, la vidéo de Ben Taylor, notamment, qui développe tout ça. C'est peut-être déjà un des meilleurs défenseurs du périmètre, peut-être pas de l'histoire, mais peut-être aussi, je sais pas. Tout simplement parce que défensivement, il est complètement monstrueux. Il a une gravité qui est folle. Il a une capacité à bloquer des extérieurs qui est assez surprenante. Quand on voit, voilà, moi qui suis fan de Miami de Dwayne Wade, quand tu vois jouer du Herb Jones et tu vois sa longueur d'envergure qui est capable de contester n'importe quel shoot pris dans n'importe quelle position, c'est assez impressionnant. Et en plus de ça, il a une mobilité qui est impressionnante. Il peut passer à travers quelques écrans. Je trouve que quand il y en a beaucoup, il a plus de mal. Mais si t'en as qu'un, il est capable de passer devant et derrière et toujours être là en train de contester. Et puis au niveau de l'interception, il est toujours élite, peut-être un des meilleurs de NBA, et même sur les lignes de passe. Moi, c'est peut-être ça qui m'a surpris, c'est que pour un joueur, je parle jeune en termes d'expérience dans la ligue, hein, parce qu'en âge, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 24 ans, un truc comme ça. Je suis assez surpris positivement par sa qualité de compréhension du jeu, offensivement aussi, mais surtout défensivement. Et je trouve que les Pélicans, ils en ont énormément besoin. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent autant d'ailleurs. C'est que si offensivement, c'est pas incroyable, défensivement, il apporte une telle bouffée d'air frais que dans cette équipe-là, il est quasiment indispensable, quoi. Oui. Tu parlais des interceptions, effectivement, on est sur un des tout meilleurs playmakers défensifs de NBA. Plus de 1% de block percentage et plus de 2% de steal percentage. Ouais. Il n'y a que 4 joueurs qui font ce genre de performance, ça ou plus, en NBA avec minimum 1500 minutes. Il n'y a que 4 joueurs, donc c'est Herb Jones, Caruso, OG Anunoby et Tari Eason, le freak aussi de Houston. On est vraiment sur un des tout meilleurs playmakers défensifs de NBA avec évidemment les mensurations physiques de taille et de longueur de bras, mais pas que. Il y a aussi des instincts défensifs qui sont assez incroyables. Et c'est pour ça que
Voilà, tu parlais aussi de la polyvalence sur le ballon qui est très grande avec navigation d'écran, effectivement, peut-être pas élite, mais il peut quand même aller sur des plus petits, il peut aller sur des plus grands. Il est pas méga costaud, mais tout de même ça passe, je pense. Donc il a un spectre de défense on-ball qui est très grand et l'impact off-ball aussi, surtout sur la défense collective, les rotations, tout ça, c'est assez extraordinaire. Donc effectivement, je pense qu'on est déjà sur un des tout meilleurs défenseurs de NBA sur le côté global, on va dire. Et c'est pas forcément une équipe qui a de gros défenseurs. Et je pense que c'est pour ça que peut-être qu'on se rend pas... En fait, il y a les deux côtés. Peut-être qu'on s'en rend compte parce que c'est un mec élite dans une équipe qui est pas trop défensive. Mais tu te dis, s'il était dans une équipe plus forte défensivement, quel calvaire ça serait pour les attaques. Oui, et puis tu veux dire, il y a aussi un côté où les Pelicans n'ont pas le luxe de s'en passer. Donc de facto, sa valeur, elle est plus grande que s'il était ailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Je te rejoins assez là-dessus. Et effectivement, on est sur donc un très bon défenseur, mais qui a quand même des limitations un peu offensives. C'est un peu là qu'est un peu tout le problème, c'est que à quel point est-ce que l'attaquant est négatif ou pas. Je peux te poser la question. Est-ce que toi tu le vois comme un vrai négatif en attaque ou finalement pas tant que ça, plutôt quelqu'un qui est assez neutre ou légèrement mauvais, mais pas tant que ça un vrai gros négatif. Ouais, je suis plutôt neutre. Légèrement mauvais. En fait, je me suis toujours demandé cette saison à quel point son côté mauvais offensif était dû au fait qu'il soit aux Pels, du coup. Parce que je trouve que c'est une équipe qui manque de création énorme. Et si t'avais un meneur ou du moins des joueurs capables de créer beaucoup plus facilement à côté de lui, je pense que ce serait peut-être plus simple. Après, j'ai beaucoup de mal avec son shoot. Globalement, pas forcément son geste ou quoi, mais il est pas en réussite tout simplement. Les seuls shoots qu'il est capable de vraiment prendre de manière efficace, c'est quand il est au cercle, parce que son jump notamment, je trouve qu'il est vraiment très intéressant, même son second jump. Donc voilà, c'est comme ça. Alors moi, j'ai encore pas mal de questions, notamment sur sa capacité de dribble. Je l'ai vu pas mal driver vers le cercle sur la main gauche. C'est quelque chose qui fait pas mal, à une réussite pas forcément très importante. Mais je me questionne toujours, et moi je m'étais noté, demander ton avis. Comment tu considères son dribble? Parce que il le fait, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de quand je le vois dribbler, me dire que il a tellement progressé là-dedans pour être vraiment complètement à l'aise, en tout cas avec cette phase du jeu, quoi. Disons qu'il a plutôt un bon dribble pour son registre de spécialiste défensif, mais on n'est pas sur un dribble hyper fonctionnel en fait. Je trouve qu'il est capable de faire ce qu'on appelle des tout droits, hein, littéralement des straight line drive, quoi. Du tout droit, mais avec le côté, il est assez explosif aussi, hein. Et bon, c'est pas non plus la folie, mais assez explosif, assez vif. 74% de ses paniers sont assistés. D'ailleurs, tu parlais de ce côté role player. C'est au même niveau que Gobert, que Capella, que Zubac ou que Wendell Carter Jr. Voilà, pour situer à peu près qu'est-ce que ça signifie. 74% de ses paniers qui sont assistés. Mais en même temps, tu vois, il y a aussi un autre côté. Je pense que moi j'aime bien, c'est que bon, il est au niveau de la moyenne, au niveau de l'efficacité. Il pourrait être beaucoup plus en prenant que des tirs exclusivement des tirs qu'il sait faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, il tente. Ouais, exactement. Il y a une valeur dans le fait de tenter, je trouve, parce que il prend un peu des jump shots, il prend un peu des drives parfois, il fait quoi. Et du coup, c'est pas génial. Il y a peut-être pas un niveau suffisant, mais au moins il est plus respecté, je pense, ou alors il finira par être plus respecté que quelqu'un qui vraiment ne tente rien, quoi. Et l'exemple, c'est un peu Gary Payton, the second ou third, je sais plus. Third, je crois. Le fils Gary Payton, qui est ultra efficace du côté de Golden State, notamment en 2022, et parce qu'il faisait rien à part des dunks, en fait. Et là, avec Herb Jones, on a un peu plus. Il fait des 3 points, à peu près 2,5 par match. Alors, c'est que des catch and shoot, et c'est pas une bonne efficacité. On est plutôt vers la fin du classement. Mais il tente un peu, et je me demande à quel point il n'y a pas aussi une certaine valeur sur ce fait de tenter, parce que il est que au niveau d'efficacité moyen de NBA, c'est pas cata, quoi. Il est pas comme parfois des mauvaises saisons de Lou ou de mince, j'ai oublié son nom, de Dylan Brooks, tu vois. Ouais. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que il était pas bête, parce que je trouve que même s'il sait de quoi il est capable et ce qu'il entre guillemets ne devrait pas faire dans un monde parfait, il comprend bien le jeu et il prend ce que le jeu lui demande de prendre. Même si ça va pas forcément être une grande réussite, voilà, tu vois, on parle des 3 points, etc., du catch and shoot, quand il l'est, il va le prendre. Et en plus, du coup, voilà, moi je suis allé checker vite fait, les défenses ne le défendent pas trop. À 3 points, il a plus de 30% de fréquence de ce que la NBA considère wide open. Donc il les prend, il a raison. Alors,
est-ce que il va progresser dans cette réussite-là? Si oui, ça va devenir un joueur extrêmement important dans un collectif, mais en tout cas, il comprend assez de jeu pour le faire. Et voilà, moi, je trouve que il pourrait progresser, notamment dans le côté cut, parce que je pense qu'il a le physique pour le faire et la compréhension du jeu pour le faire, mais il a encore trop de besoins pour être vraiment élite dans ce domaine, parce que là, il est pas efficace du tout. Les seuls moments où il est efficace, c'est quand il pose un écran et qu'il le slip jusqu'à l'intérieur. Donc voilà, mais il a la compréhension du jeu qui fait que si dans sa technique un petit peu, il arrive à progresser offensivement, pour moi, ça va devenir un très bon joueur. Oui, et puis il y a un côté, comme tu dis, jeu sans ballon, de finition au panier qui est assez cool, quoi. Donc il y a des cuts, il y a du mouvement, il y a du bon timing, donc c'est assez intéressant tout de même, quoi. Et ça sauve pas mal les meubles. Et donc au niveau classement, où est-ce qu'on classe un tel profil aux deux extrêmes? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour le coup. Alors moi, je pouvais pas le mettre, par exemple, dans le top 50, parce que il y a quand même défensivement des manques. Je me suis plus situé dans les alentours de la 60, je dirais. En fait, initialement, j'avais envie de le mettre avec Trey Murphy the Third pour l'histoire, les Pels, etc. Mais je trouve quand même que, de par son côté élite défensif, il mériterait d'être un petit peu au-dessus. Mais en même temps, je peux pas monter jusqu'à des mecs comme Tyrese Maxey, Tyler Hero, etc., qui apportent un plus offensif quand même important. Donc je l'aurais mis dans ces eaux-là, dans les 60, début 60, quoi. Oui, ça me va. Ça me va de le mettre. Tu étais où, toi? Non, mais j'étais un peu, effectivement, dans cette zone à peu près. Trey Murphy. Par exemple, avec KCP, tu vois, comment tu le situerais par rapport à lui? C'est vrai que c'est un cas intéressant, mais KCP, je pense que le côté attaque est beaucoup plus viable. Donc, moins de rayonnement défensif, évidemment, mais à quel point est-ce que le profil global est pas beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a pas le compromis en attaque, quoi. Mais je sais pas, je pense que en dessous de Jeremy Grant, c'est un peu la fourchette haute, parce que Jeremy Grant tout de même a plus de choses. Non, mais ça me va de le mettre à côté de Trey Murphy, si tu veux, Trey Murphy qui gagnerait 70 là. Ouais. Ça me va. Ça fait un petit duo des Pels, et puis ils vont jouer ensemble. De toute façon, moi là, Trey Murphy est blessé. C'est un peu dommage pour les Pels d'ailleurs, mais est-ce que tu penses que défensivement, parce que je trouve que non pas qu'il en ait besoin, mais je trouve que le seul petit point faible qu'il a défensivement, c'est vraiment de la protection à l'intérieur, un peu de la peinture. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui peut réussir à développer ou pas? Oui, je pense que oui. Ça, je pense qu'il peut largement, et je suis peut-être moins bas que toi là-dessus déjà actuellement, je pense. Mais oui, tu vois, par exemple, comparé à un DeAndre Hunter qui est aussi pas loin là, moi je trouve que c'est un peu la grosse faiblesse de DeAndre Hunter, c'est qu'il exploite pas trop son potentiel de protection de panier et pas ses atouts, mais alors que Herb Jones, oui. Mais ok. Non, mais ça me va, mettons-le là. Ok. Et donc, petit quiz pour finir, nous sommes le 23 décembre 2022. C'était un poster dunk contre OKC. Est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu savais que j'allais prendre celui-là? Et est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Non, je me suis demandé si t'as trollé quelqu'un il y a pas longtemps, dans un épisode, je sais plus qui, où t'as pris une action où le joueur était dans la position négative. Oui. Je sais. Et du coup, je me suis quand même demandé si t'allais pas me donner la passe qui rate au play-in, qui disqualifie complètement les Pels. Ah non. Mais pardon, du coup, c'était contre qui, tu m'as dit? Contre OKC, un poster contre OKC le 23 décembre. Alors, je commençais par les Pels, c'est plus simple pour moi. Du coup, Herb Jones, est-ce qu'il y avait du CJ McCollum? Oui, tout à fait. Ok. À l'intérieur, décembre, il y avait Zion encore? Non, pas sur le terrain en tout cas. Ok. Il y avait du Valanciunas? Oui, tout à fait. Ok. Ils avaient une rotation profonde. Est-ce qu'il y avait du Trey Murphy? Trey Murphy, oui, en effet, sur le terrain. Ok. Est-ce qu'il y avait... Alors, Larry Nance, je sais plus. Quand est-ce qu'il joue plus? Non, pas Larry Nance. Il manque toujours le dernier. Le dernier qu'on n'arrive pas à deviner, le indice Eminem. Toujours pareil. C'est Alvarado? Non, c'est pas Alvarado. Indice Eminem, ça te parle pas, toi? Je sais pas, je réfléchis au mec de Pels, du coup. Dyson Daniels, non, je sais plus. Il y a toujours un ailier qu'on oublie côté Pelicans, dans la syllabe, en tout cas dans les quiz. La vraie joke dans les quiz de chez toi, pas dans la syllabe mais dans les quiz chez toi, c'est Luc Mbamute, mais ça marche pas. Non, là il est pas là. Non, il est pas là aujourd'hui. Non, quel est le prénom d'Eminem? Tu connais le vrai nom d'Eminem ou pas? Le vrai nom? Non. Je suis pas du tout fan de rap. Hein. Je suis désolé, ça me touche pas du tout ça.
Najee Marshall, Exactement, Najee Marshall, ouais. C'est ça? Najee Marshall. Mais pourquoi Eminem alors? Parce que du coup, j'ai pas la blague. Parce qu'il s'appelle Marshall Mathers, son vrai nom. D'accord, ok. Ah, du coup, Eminem. Ouais, mais je vais comprendre. Ah oui, mais si t'as pas la référence, ça peut pas marcher, effectivement. J'aime bien ces podcasts culture générale quand j'apprends des choses. Et côté OKC, d'accord, ok. OKC, est-ce qu'il y avait du Shai? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait du Lou Dort? Oui. Du Guidi? Oui. Et là, ça se complique. ouais. Est-ce qu'il y avait du Williams? Non, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. J'ai essayé de truander. On dirait, tu sais, quand tu vas sur Sporkle et tu tapes Smith, Williams et Johnson. ouais, c'est de là que ça vient. Tu mets du Johnson, t'en as 53 qui apparaissent. Qui y avait à l'intérieur chez eux? Alors, celui qui se fait postériser d'ailleurs. Il y a un mec qui se fait postériser, il est grand, mais il est très très fin. Normalement, c'est Bol cette réponse, mais ça va pas. Même corpulence que Bol, ouais, en effet. Ouais. Ok, si pareil, hein. C'était compliqué pour moi cette année. Un joueur que les hipsters de la draft adorent. Pas de cette année. Non, il y a quelques temps déjà, 2 ou 3 drafts, mais qui est encore extrêmement jeune. Ah ouais. Non, j'ai pas. Les intérêts de OKC, non. Les Favors, il était là-bas cette année? Non, pas Favors. Favors, c'est l'an dernier, je crois. Favors, là, il est en vacances depuis un an. Non, les hipsters de la draft, ils l'aimaient beaucoup. Ils l'aimaient beaucoup. Pokusevski, ah oui. Exactement, t'as trouvé sans indice. Ouais. Pokusevski. D'accord. C'est lui qui se fait postériser, Alexei Pokusevski. Et alors, le dernier, je suis pas sûr que tu le connaisses. Il a un nom de famille qui a à voir avec de l'eau. Non, je pense que tu Water. Oui. Mais alors, le prénom? Attends, je vois. Delon Water ou un truc comme ça? Presque. Non, c'est Lindy Waters. Ah non. Lindy Waters, un shooter. Ah, je pensais pas du tout à lui alors. Lindy Waters est sur le terrain pour OKC. Celui-là, il était pas simple de quiz en effet. ouais. Non, c'est surtout des équipes que tu sais, t'aimes pas regarder dans la saison. Enfin si, pour le coup, OKC c'était bien, mais bon, quand t'as le temps. Mais bref, avançons sur notre troisième joueur du jour. On peut aller sur Jordan Clarkson. On peut se débarrasser de son cas maintenant. Ouais. 32 minutes par match pour Clarkson, 32 minutes, 61 Alors, matchs. le classement. Pardon. 61 matchs, 96 de true shooting plus, donc moins 4% par rapport à la moyenne d'efficacité, sur 28% d'usage, tout de même. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est mérite-t-il d'être dans le top 100? Eh ben, c'était ma grosse question du jour. S'il l'est, en tout cas, c'est tout à la fin. Ouais. Dans les 2-3 dernières places. Moi, subjectivement, là, je sais pas quelle est la part d'objectivité dans cette question-là, je le mettrai pas parce que je trouve qu'en fait son rôle est extrêmement défini. C'est un mauvais défenseur. J'ai même noté piètre défenseur sur ma feuille. Il fait même pas forcément trop les efforts. Et son rôle, en fait, est il faut que tu nous scores des points. Sauf que dans ce rôle-là, il est même pas efficace. Donc moi, ça me pose problème quand tu es un petit peu cantonné à un certain type de choses et que tu n'es même pas capable de le faire à belle efficacité. Il y a quelque chose qui arrive bien, voilà, le pull-up ça va, l'ISO c'est pas élite, mais voilà, il est 75e percentile. C'est un driver correct. Mais globalement c'est un score, tu l'as dit, ça fait 3 ans qu'il est en dessous de la moyenne en termes de true shooting plus, quoi. C'est pour un mec comme ça, c'est quand même assez compliqué. Et moi surtout sa création et notamment ses pertes de balles sont cataclysmiques. Donc j'ai un vrai problème avec ça. Puis comme je te le disais en off, moi qui avais étudié un peu Utah au début d'année où c'était vraiment un peu le côté Cendrillon, etc. Au fur et à mesure de l'année, Clarkson, son efficacité elle a diminué. Alors je me suis posé la question du coup, quel était l'impact du départ d'un vrai meneur comme Conley, tout ça. Du coup je me pose toujours la question, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, sa saison a été de plus en plus compliquée et j'aime pas son rôle de par son manque d'efficacité dans ce qu'on lui demande de faire. Disons que je trouve que c'est une bonne saison pour ses standards.
Ouais. Mais est-ce que c'est suffisant, quoi? Est-ce que ces standards sont pas de base un peu trop bas, ou même une bonne saison de ces standards, c'est quand même pas génial. Mais non, on est sur un vrai joueur de pull-up, hein. Pour le coup, bien sûr. Le symbole, même c'est peut-être le symbole de ces joueurs de pull-up, les joueurs micro-ondes, les joueurs, je sais pas comment on peut dire, les punchers en sortie de banc, mais pas très efficaces parce qu'ils ont que le pull-up et pas trop le drive, quoique peut-être un peu plus avec Clarkson, mais on est sur un profil de Crocker, je sais pas, mais un peu inefficace en tout cas, qui aime bien prendre des tirs difficiles et qui est pas forcément très efficace. Encore une fois, il est pas efficace cette année. 96 de true shooting plus, donc c'est plus bas que la moyenne, donc c'est pas très bien. Mais en même temps, il y a aussi d'un côté, on peut se dire bon, il y a un gros rôle cette année, plus gros que d'habitude, où il est plutôt un peu un joker en sortie de banc. Est-ce que pour toi c'est un problème ça ou pas? C'est un peu à double tranchant, ouais. Ça dépend parce que si t'es inefficace, plus tu prends de tirs, moins bien c'est, quoi. Donc c'est un peu ce double tranchant où en même temps tu peux te dire aussi gros minutage et gros usage et une certaine valeur de création de jeu aussi en un sens. Au-delà de l'efficacité, est-ce que y a pas aussi ce côté-là d'où il est capable de créer des choses un peu plus que tous les autres joueurs du Jazz en termes de création balle en main, de pick and roll, etc. Mais je pense pas qu'on soit à un niveau suffisant ou à un niveau extrêmement intéressant non plus, quoi, pour le coup. Donc c'est un peu là-dessus où il a un gros rôle dans une attaque de Utah qui tourne quand même pas mal. Mais à quel point est-ce que c'est lui qui aide cette attaque, ou à quel point on n'est pas aussi sur une attaque qui est très bien bâtie et qui est plus un collectif très bien huilé avec des très bons systèmes, etc. Je penche un peu pour là-dessus, mais je sais pas, le côté gros rôle finalement me fait un peu douter parce qu'il y a quand même une certaine importance, dans cette attaque de Utah qui était pas mal, quoi. Tu vois que sur son côté un peu on-off, quand il est sur le terrain, l'attaque tourne mieux. Typiquement, on estime que c'est fiable ou pas, mais quand il est sur le terrain, sur les 2000 minutes qu'il a pu jouer cette saison sur le terrain, Utah est quasiment à 119 d'offensive rating. Quand il l'est pas, il baisse de 5 points, 114. Mais par contre, oui, le problème, c'est que ça se répercute aussi défensivement et que finalement son net rating est pas forcément très bon parce que on dit souvent si tu mets un panier c'est bien, mais si derrière toi tu t'en prends un, quel est l'apport final? Oui, non, mais c'est tout le problème, hein. C'est que la défense est quand même très très problématique. C'est un peu l'anti Herb Jones, hein, pour c'est clair. Ouais. Quoique non, Herb Jones est vraiment élite en défense. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que Clarkson est élite en attaque. Et puis il est neutre moins en attaque. Après, c'est pas un profil qui est inintéressant non plus, je pense pas. Mais sur des standards de top 100 NBA, c'est vrai la barre est assez haute, quoi. Quand même. Bien sûr. Et ça peut être un rôle intéressant, mais comme tu dis, à quel point est-ce que le rôle et la valeur est intéressante quand tu décuples un joueur comme ça qui a un apport sympathique mais pas génial, qui peut être inefficace. Donc plus tu donnes des ballons, plus tu vas avoir de l'inefficacité, pardon. Mais bon, il y a certains bons aspects, tu vois, 49% sur les longs tirs de points par exemple cette année, qui a été ça illustre bien ce côté. Quand t'as personne qui doit prendre le tir, quand le système a pas marché, sur le long tir de points, il peut le prendre, quoi. Il peut le prendre et il peut le mettre. 49%, c'est très bien sur les longs tirs à 2 points. Mais là où je suis un peu déçu, c'est que le 3 points est pas trop là. Et c'est dommage parce que il pourrait avoir une certaine valeur sans ballon. Et je trouve qu'il l'a pas totalement parce qu'il a jamais été à ce point un excellent shooter à 3 points. Donc il y a ce côté création de tir pour lui-même, ok, mais qui pourrait être complété et magnifié en un sens, entre guillemets, si en plus il avait cette double casquette de jouer avec et sans la balle, ce qui n'est pas totalement le cas, je trouve, avec un impact d'élite, quoi. Mais bon. Et d'ailleurs, il a changé ce style-là. J'ai découvert ça. C'est pas forcément quelque chose que j'avais remarqué visuellement en regardant les matchs, mais depuis qu'il est arrivé à Utah, il prenait quand même pas beaucoup plus, mais plus de 3 points dans le corner. Donc j'imagine plus assisté. Et là, du coup, j'imagine que c'est depuis que tout Gobert, Ingles, etc. sont partis, il en prend beaucoup moins. Et du coup, ça veut dire, si tu prends beaucoup moins de tirs dans le corner, tu vas peut-être avoir la tentation d'en prendre plus en pull-up, en tête de raquette, et du coup, quel est le pourcentage de réussite? Forcément, ça te change, quoi. Oui. Non, effectivement, mais donc il y a ce côté un peu créateur dans une équipe qui en manquait un peu, mais bon, il y a peut-être aussi un certain plafond. 34% quasiment à 3 points en carrière. Jamais des gros échantillons, mais en gros on n'est pas sur un très bon shooter à 3 points, quoi, tu vois. C'est là où il diffère un peu d'un joueur comme Tyler Herro, par exemple, qui est un peu, moi je trouve, a une très bonne double casquette avec la balle mais aussi sans la balle, à côté d'autres stars. Clarkson a beaucoup moins ça. Après il y a aussi un côté où il y a des sorties d'écran qui peuvent créer un peu du jeu de manière indirecte. Il est un peu plus passeur cette année.
Mais en même temps que son passing a augmenté, les pertes de balles aussi ont un peu explosé avec. Donc à quel point est-ce que c'est intéressant ou pas l'équilibre finalement, parce qu'il prend plus de risques, il crée plus de choses, mais aussi il y a plus de déchets. Donc je sais pas. Et puis aussi il y a le côté défense qui effectivement est très pénalisant, quoi. Bah tu vois, tu parlais des passes et des pertes de balles. En termes de passes par usage, il est 25e centile, et en termes de turnover, il est 26e centile, quoi. Donc c'est compliqué, hein. Non, mais c'est clairement un profil où, pour moi, le modèle de ce profil-là, c'est un peu le Williams version Clippers. Ouais, je suis assez d'accord. Complètement d'accord. C'est-à-dire rôle réduit. Donc, c'est-à-dire que t'as pas trop de perte de valeur au niveau de la défense parce que le minutage est assez réduit sur des minutes assez spécifiques. Mais en plus, le Williams, dans ses très belles années, était très efficace. Là où Clarkson, c'est un peu moins le cas. Mais du coup, avec tout ça, où est-ce qu'on le projette dans le classement? Je sens qu'on va pas être très haut. Bah là, du coup, effectivement, comme tu viens de le dire, son rôle est peut-être trop grand pour lui. Et du coup, ça devient peut-être quelque chose de négatif. Bah moi, en fait, tout simplement, je l'ai mis dans les 3 dernières places, hein. Avec Jonas, avec Kuzma et Barrett. Parce que pour moi, Giddey apporte quelque chose de différent, mais peut-être plus de polyvalence, etc. Mais la question, c'est par rapport à Kuzma et Clarkson, peut-être, en effet, de se dire... Valanciunas, je le mets un peu entre parenthèses, parce que... Ouais. J'ai l'impression qu'on va le swapper par quelqu'un d'autre, mais non, mais en fait, Kuzma et Barrett, la comparaison est intéressante parce qu'on est aussi sur des gros volumes inefficaces. Ouais. Mais encore plus inefficaces sur des volumes encore plus gros, mais en même temps plus viables défensivement. Donc je sais pas comment on s'en sort avec tout ça, ce mélange. On peut le mettre au milieu, on peut le mettre au-dessus, en dessous, on peut le mettre nouveau dernier du classement. Je sais pas trop. Bah Barrett, ouais, moi je pense qu'il a quand même un peu de défense. Donc je mettrais peut-être Clarkson juste derrière. Carrément, du coup, dernier du classement alors. Ouais, mais est-ce que c'est par exemple 3 noms qui vont survivre à la fin du podcast? Je pense pas. Donc est-ce que finalement c'est très important non, là effectivement, là c'est un peu de la littérature. Est-ce que par principe on laisserait pas Barrett dernier pour le running gag du podcast? C'est ça la question. Si tu veux. ça c'est pour ton podcast, hein. Mais tu veux faire comme les 120 avec Coutinho, hein. Exactement. Ceux qui ont la référence à des bonnes. Si tu veux, on peut le mettre entre Kuzma et Barrett. Vas-y. Ok, faisons ça. Mais effectivement, même si on le mettait 2-3 places au-dessus, il risque quand même de pas passer le cut, pardon. Ouais. Ok, faisons comme ça. Très bien. Et donc, petit quiz pour finir, nous sommes sur le 13 février 2023. Un tir clutch de notre ami Clarkson contre Indiana. Un peu dans la dernière minute du match. Une isolation clutch, un fadeaway, comme il sait les faire. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain? Donc, c'est en fin de match et c'est après la trade deadline, du coup. 13 février, ouais, après, je crois. Du coup, pour Utah, je dirais Clarkson. Du coup, est-ce qu'il y a du que je dise pas de bêtises, Kelly Olynyk? Je fais l'intérieur d'abord, c'est plus oui, tout à fait. Olynyk, Kessler? Non, pas Kessler. L'autre intérieur, c'est ta meilleure amie. Ça te parle, ça, ou pas? Laurie, du coup. Exactement. Mais qui, Laurie? Markkanen. Laurie Markkanen, bien sûr. Ouais. Du coup, il jouait 4. Et je pense Olynyk 5, du coup. Oui. Dans l'idée, donc Clarkson, donc il faudrait plus du guard. C'est après la trade deadline ou pas? Je crois, hein, à vérifier. Ouais, je crois parce que du coup, il n'y a plus Malik Beasley. Non. D'accord. Nous avons, non pas un clone, mais un autre arrière-meneur, pas hyper efficace. Sexton. Joueur de pull-up. Exactement, ouais, Sexton. Ça, c'était sûr. Pas très bon défenseur. Du coup, quand je regardais, quand Conley est parti, qui c'est qui l'a remplacé, je me suis dit, ah ouais, du coup, ça devait être compliqué. Sexton, et puis, est-ce que c'est du Talen Horton-Tucker? Non, ce n'est pas Paul Pierce. Est-ce que c'est du, que je réfléchisse, qui c'est qu'il y avait là-bas? C'est un jeune. Je peux t'aider, c'est un jeune. Donc c'est pas qui était rookie. Non. Un jeune qui était rookie. Qui avait été drafté d'ailleurs par Cleveland avant d'être envoyé à Utah. Il se fait drafter par Cleveland. Et ensuite, il est inclus directement dans le package pour Mitchell. Je ne sais point. Et je ne peux pas te faire un jeu de mots sur son nom parce qu'il est imprononçable. C'est un Américain? Américain, je sais pas exactement. Il peut-être, je veux pas dire de bêtises. Non, c'est Ochai Agbaji. Ok, d'accord. Tu l'avais pas du tout, j'ai l'impression. Non, je sais qu'il était là-bas, mais je sais pas si je l'aurais retrouvé comme ça de tête.
Je comprends. Je comprends. L'autre côté, tu m'as dit que c'était qui en face? Indiana. Est-ce qu'il y a notre Haliburton préféré? Exactement. C'est lui qui prend le pull-up sur la tête. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a du Turner? Non. Non. Est-ce qu'il y a du Buddy Hield? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a du Maturin? Exactement. Ok, donc ça jouait petit. Hein. Ça joue assez petit, ouais. Est-ce qu'il y a du... D'ailleurs, le poste 4 est très petit aussi. Le poste 4 était plutôt un arrière-ailier, un ailier à Boston avant. Newbart, c'est lui? Non. C'est pas Andrew Nembhard. Non, c'était quelqu'un qui est venu dans le trade de Brogdon depuis Boston. Oh là là. Et je crois que son arrière-grand-père, c'est celui qui a inventé le basketball. C'est celui qui a inventé le basketball. Comment s'appelle le mec qui a inventé le basketball? Ouais, Naismith, mais Aaron Naismith du coup? Exactement, okay, Aaron Naismith. Ouais, non mais sur le terrain. Ton indice était bon, je cherchais le prénom, j'avais le nom mais je cherchais le prénom. Aaron Naismith, ok. Et l'intérieur du coup, c'était pas Turner? Non. C'était son backup. Ouais, c'est bien le problème. Je ne sais point. C'est un Jackson. C'est pas Jackson Hayes parce qu'il était aux Pels. Il y avait pas un Isaiah Jackson? Exactement, Isaiah Jackson, tout à fait. Okay. Tout à fait. Isaiah Jackson, le jeune pivot. Il y a 2 ans, je crois. Assez prometteur, mais voilà qui était sur le terrain, en effet, au moment de ce pull-up légendaire qui va rester dans les annales de la NBA. C'est difficile à trouver des actions marquantes pour tous les joueurs. Ouais, bah tu mets surtout pour du Clarkson et des gars comme ça. Et donc on avance 4e joueur du jour. Allons sur Kyrie Irving, si tu veux bien. 37 minutes par match en moyenne pour Irving. 60 matchs, mine de rien. 106 de true shooting plus, donc plus 6% par rapport à la moyenne. Sur 29% d'usage, un gros volume de stars quasiment, évidemment. La question, c'est simple. Comment le juger en faisant fi de l'extra sportif? C'est exactement la question que je t'ai posée en préparant le podcast. Pour le coup, c'est ce que je me suis noté tout de suite, c'est que c'est peut-être le mec le plus difficile à juger. Pour moi, il est même plus difficile à juger que Westbrook. Parce que Westbrook, finalement, il a joué. Alors, Kyrie, il fait quand même 60 matchs, mais il a eu tellement de soucis. Enfin, nous on a fait 2 podcasts sur Kyrie cette année. Il n'y en a aucun des 2 qui était sur l'aspect sportif. Et c'est peut-être son plus gros problème. Parce que finalement, en préparant le podcast, je me suis remémoré un petit peu sa saison du côté de Brooklyn et un petit peu du côté de Dallas. Et quand il est sur un terrain, ça reste un joueur incroyable. Et c'est son problème. Et voilà, du coup, là, on arrive sur un mec qui, offensivement, dans ce qu'il est capable de faire, et puis on en revient au parallèle avec un Clarkson, du coup, en termes de scoreur, en termes qui, du coup, est élite dans beaucoup de domaines. Et quand t'as un profil offensif qui est élite dans plein de domaines, finalement, t'es un des meilleurs joueurs de la NBA, je pense. Alors, où est-ce que tu le considères par rapport à ça et par rapport à son manque de défense qui est quand même toujours un peu problématique? Je ne sais pas. Mais moi, je l'ai mis quand même assez haut parce que je trouve que tout ce qu'il apporte, c'est important, même si... Alors ça, c'est une définition un peu personnelle que j'ai juste pour moi-même. Je trouve qu'il fait partie des stars de la NBA qui sont un peu des stars parallèles à l'ensemble collectif de l'équipe. À la réalité, tu veux dire? Oui, aussi. Mais où je trouve que, par exemple, si lui va faire un match incroyable, c'est pas forcément que l'équipe va être très bonne et qu'elle va remporter un match. Contrairement au 5e joueur qu'on aura aujourd'hui, j'ai un peu KD qui est un peu dans ce style-là aussi, où je les trouve un peu parfois décorrélés du collectif global. Mais ouais, Kyrie est tellement élite dans plein de domaines. Il y a même des domaines où il s'approche de Curry dans certains trucs, notamment sur du pick and roll, etc. Donc, moi je l'ai très haut. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses. Mais... Non, mais je suis un peu d'accord avec ton point là sur, comme tu dis, au niveau des performances. C'est un peu là-dessus où moi c'est ce que je dis depuis pas mal de temps, mais pour moi c'est pas totalement ce qu'on appelle un casseur de défense. Ouais. C'est un terrasseur. C'est-à-dire que c'est ça. Exactement, c'est un peu plus dans ce côté où je trouve, où comme tu dis, il peut faire des grosses perfs individuelles, on va dire, mais ça va pas être un vrai moteur d'attaque. On l'a vu, moi j'avais un peu cet espoir-là qu'il le soit en début de carrière, et il y a quand même
il y a quand même le de facto qu'on a sous les yeux depuis pas mal d'années maintenant, on le connaît bien. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va pas être tant que ça un moteur d'équipe de par son playmaking, de par sa gravité, de par plein d'autres choses. Donc il y a ce côté-là. Après, c'est vrai que tu vois, première chose à noter que j'avais noté, c'était que mine de rien, 60 matchs. Ouais, c'est clair. C'est quand même pas mal, quoi. Bah, il a joué plus que Curry, voilà, par exemple. Bah, c'est ça, par exemple, et plus que pas mal de joueurs. Et je me demande à quel point, alors moi j'ai été un peu étonné, c'est peut-être que moi, mais je me demande à quel point on n'est pas un peu accroché à ce souvenir de la saison précédente pas à Boston, à Brooklyn, où justement il jouait pas les matchs à domicile, etc. Et il y a des fois il jouait pas du tout. Enfin bref, finalement cette année il a pas mal joué au final, donc 60 matchs c'est quand même pas mal. Mais oui, je te rejoins sur ce côté profil offensif où on va plus être sur quelqu'un qui a un scoring un peu implacable pour lui-même. Ouais. Mais du coup c'est un scoring qui va pas tant que ça porter le niveau collectif de ton attaque comme d'autres peuvent le faire. Parce qu'il peut mettre des points, il peut mettre des points un peu de son côté. Il a du playmaking évidemment. D'ailleurs, moi je suis un grand défenseur de son passing, mais on n'est pas sur un même niveau de passing et de création héliocentrique ou de passing de très haut niveau, quoi. C'est un peu ça la limite peut-être par rapport à d'autres superstars. Et c'est ce qui fait que je pense à la fin il sera pas dans le classement aussi haut que justement ces mecs-là qu'on vient de mentionner sur de l'héliocentrisme hyper important, parce que bah du coup il lui manque peut-être cette petite chose-là. Qui peut paraître infime entre guillemets, mais qui est tellement important pour passer ce second niveau. Non, mais en effet. Après bon, limité mais quand même compétent en playmaking. Évidemment, là c'est avec des standards très très hauts. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas autant de playmaking que peut-être certains pourraient l'espérer ou le penser. Mais je trouve que il a pas mal de jeux sans ballon, et même plus que, alors on n'est pas au niveau de Curry évidemment, oui, bien sûr. mais Curry est un peu dans sa stratosphère à lui, j'ai envie de dire, mais on est quand même sur un joueur avec Irving qui n'a pas énormément de mouvements sans ballon, mais qui peut jouer très très bien sans ballon, qui peut faire des cuts et qui surtout a un côté spacing très très intéressant. On est sur un des meilleurs shooters de NBA, même si ça se voit pas et même si ça se sait peut-être pas, enfin c'est peut-être pas très connu malheureusement, parce que c'est aussi un driver fantastique avec le côté dribble et etc. C'est un des meilleurs drivers de NBA, mais c'est aussi un des meilleurs shooters de NBA. C'est ça qui est aussi assez intéressant. 38% sur les catch and shoot, c'est pas mal, mais surtout 38% aussi sur les pull-ups cette année, ce qui est quand même parmi les tout meilleurs de NBA, quasiment top 15 de NBA sur les joueurs à plus de 2 pull-ups par match. Donc il y a ce côté shoot et drive pareil, j'ai noté 1,28 points par tir sur des tirs en fin de drive. Le chiffre on s'en fiche, mais sachez que sur les gros drivers il est 11e de NBA, 11e de NBA sur une cinquantaine de noms qui sont à plus de 10 drives par match, et donc c'est juste derrière Antetokounmpo, mais c'est devant des SGA, c'est devant des Booker, je crois que c'est juste derrière Mitchell, j'avais vu. Oui, c'est derrière Mitchell effectivement, mais voilà, c'est un vrai niveau d'élite, de productivité globale sur drive. Donc effectivement, on est sur un attaquant de premier ordre, évidemment, qui n'aura peut-être pas un rayonnement collectif énorme, mais tu vois, même sur le côté attaquant de scoring un peu pour lui-même, l'efficacité est très très bonne, mais elle va pas gratter des chiffres d'efficacité de Kevin Durant, par exemple. Ouais. Ben, le seul domaine, pour le coup, j'ai regardé un tout petit peu, et le seul domaine où il est à ce niveau de KD, Curry, etc., c'est un peu sur du pick and roll, mais c'est pas leur base principale d'attaque. Ou pas toujours. Mais après, quand on est sur de l'ISO, comme tu l'as dit, ça atteint pas les élites de KD ou de Curry, mais ça reste quand même excellent. En ISO, oui, 90e percentile, en transition même, il est bon, hein, sincèrement. Il est bon. Je trouve que il est peut-être pas assez efficace, mais je trouve qu'il a quand même régulièrement la bonne décision. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui va perdurer du côté de Dallas? Je sais pas, mais moi je trouve qu'il est intéressant de ce côté-là. Et là où je suis extrêmement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'était peut-être quelque chose que je ressens moins, en tout cas ces derniers temps, c'est que son côté off-ball est sous-estimé. Et j'étais un peu frustré que Dallas ne réussisse pas cette année, parce que je pense pas que le côté Luka et Kyrie ne peut pas fonctionner ensemble, ce soit vrai. Pour moi, Kyrie est quelqu'un qui a montré déjà par le passé, quand il était à côté de LeBron, qui peut jouer off-ball et qui peut avoir un impact de ce côté-là, que ce soit, comme tu l'as dit, en cut, en catch and shoot, etc., et même en mouvement, pour faire des petits écrans. Bah, évidemment, c'est pas un intérieur, mais faire des petits écrans, ou juste donner de fausses lignes de passe pour un peu plus libérer les autres. Et je pense qu'il est assez intelligent dans le jeu pour que ce soit un bon côté. J'ai peut-être plus de doutes sur le côté inverse, où
est-ce que Luka peut être capable de jouer un peu plus off-ball? C'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais il en aura un peu besoin si Kyrie continue comme ça. Donc, mais je suis pas du tout inquiet sur le côté off-ball de Kyrie, effectivement. Oui, non, mais il peut même faire des petits jeux en sortie d'écran aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, c'est juste que c'est pas Curry. mais en même temps, personne n'est Curry. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est juste ça. Mais voilà, on est sur un attaquant extrêmement intéressant. Si on fait fi un peu de tout l'extra sportif, bien sûr, hein, mais on est un peu obligé. Hein. On juge la valeur du profil. Et comme tu dis, moi, j'ai aucun doute sur l'association offensive entre les deux. Bien sûr. Peut-être qu'il y aura plus de compromis défensifs. Ça, c'est clair. Pour Dallas. Mais oui, on est sur quand même un attaquant de premier ordre qui n'a pas, encore une fois, un rayonnement collectif immense, mais qui a un skill set assez particulier de création pour lui-même, évidemment. Et en plus qui peut bien se combiner avec d'autres, qu'il a fait un peu toute sa carrière avec LeBron, même au Nets, avec Kevin Durant et James Harden, etc. Et donc là on espère avec Luka Doncic, mais voilà, c'est juste que pour moi, tu vois, il y a Kevin Durant transcende un peu ce côté j'ai peu de playmaking, mais je fais principalement scorer des points de mon côté. Il transcende un peu cette caste là parce qu'il est à ce point intéressant, quoi. Il est à plus 10, plus 15, plus 20% d'efficacité par rapport à la moyenne. Là où Kyrie n'est que, entre guillemets, à plus 6, plus 7, plus 8, ce qui est déjà excellentissime pour un tel volume. Mais c'est juste que Kyrie n'est pas totalement dans cette catégorie des scoreurs en termes d'efficacité, quoi. Et puis là, je trouve qu'il axe un petit peu plus sur une polyvalence de scoring global. Quand il va au cercle, ouais, il est toujours extrêmement bon. Ses pull-ups, notamment à 3 points, sont performants. J'ai pas de problème là-dessus. Et je trouve que ces derniers temps, en termes de mi-distance, il est intéressant, je trouve. Donc, il s'offre une polyvalence en termes de scoring. Voilà. Et puis, les tirs qu'il prend sont quand même généralement compliqués. Donc, voilà, je trouve que cette menace-là, voilà, on parlera d'une autre menace qui est encore tout autre après. Mais déjà, globalement, cette menace offensive fait que quand Kyrie joue et qu'on parle juste de sportif, c'est un attaquant incroyable. Oui, d'accord. Sur la défense, on n'a pas besoin non plus de s'attarder. C'est compliqué, mais voilà. La question, c'est aussi quel est le système à côté de lui, et forcément, quand tu le fais jouer à côté de Luka, faut s'attendre à te prendre des points, quoi. Après, c'est compliqué, mais je trouve que c'est pas cata comme d'autres. Hein, non, honnêtement. Non. On va pas dire des noms. Non. Mais moi, là encore, hein, moi, je suis un grand fan de Kyrie depuis toujours, et je trouve qu'il y a parfois toujours des séquences, notamment en playoff, où il peut être très très intéressant, mais c'est très irrégulier. Et la motivation c'est pas tout le temps. Ouais, on est d'accord. Ouais, d'accord. Faudrait prendre la défense de Ben Simmons, faudrait la mettre chez Kyrie Irving. Ça pourrait faire tu fais un mix, ça fait un joueur package intéressant. Non, c'est clair. Bref, et donc au niveau classement, à moins que tu aies des choses à rajouter, hein, tu me dis, tu m'interromps sinon. Non. Non, pour le coup, mais sinon, je l'avais mis dans les eaux justement de par son apport offensif. Alors toi, je sais que c'est un joueur que t'adores, mais je l'avais mis dans les eaux de Garland, Fox et Haliburton. Ok. J'avoue que j'étais un peu plus haut dans l'idée. Je suis complètement d'accord, parce que du coup, je me suis peut-être un peu bloqué de par l'aspect extra sportif. Je voulais pas le mettre trop haut non plus, mais si tu veux le monter, je suis d'accord. Parce que, tu vois, par exemple, par rapport à Paul George, je me suis dit, ouais, Paul George, il a cette polyvalence, ce côté défensif, etc. Mais si, par exemple, tu veux le mettre du côté de Trae Young. Donc, toi, tu voudrais remonter Paul George éventuellement? Non, je parlais juste, en fait, en comparaison, quand je réfléchissais par rapport à Kyrie. Ouais. Je me disais, Paul George, il a ce côté polyvalence, défensif, qui peut être compréhensible. Après, effectivement, si tu valorises plus le côté offensif élite de Kyrie, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi. Du coup, je réfléchissais plus d'un point de vue classement, comment les gens globalement le mettraient. Moi, si tu me demandes mon avis perso, je suis d'accord de le mettre encore devant Haliburton au niveau des triangles, etc. Ça me va très bien. Pour moi, il était plutôt dans le côté le pool de joueurs Harden, Trae Young, Mitchell, Paul George. Ouais, ça me va très bien. Ça me convient très bien. Et je me demande si on n'a pas Mitchell un peu bas du coup, enfin un peu bas. Comme j'ai dit souvent, ce groupe de 4 joueurs est totalement interchangeable pour moi. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec le fait de mettre Mitchell derrière James Harden et Trae Young, parce que je trouve que sa création en termes de passing est moins importante que celle des deux autres. Et voilà. Mais alors, on met où Kyrie alors par rapport à moi, je le mettrais devant Mitchell. Et derrière Trae Young? Moi, je suis très bas sur Trae Young, donc je le mettrais devant Trae Young aussi. Mais
Mais par rapport à James Harden, en fait, je mettrais bien Kyrie et James Harden ensemble. Je trouve que James Harden est plus dans la création. D'ailleurs, je trouve que les gens sous-estiment complètement la saison qu'il vient de faire. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais, je le mettrais. Si tu veux bien le monter par rapport à ce que j'imaginais, moi, je suis chaud pour le mettre près de James Harden, hein, complètement. Donc, on aurait James Harden 14, Irving 15, et ensuite Trae Young 16 et Mitchell 17. Ça ferait un truc comme ça. Oui, ça me va. Ok, très bien. Bah, faisons comme ça alors. Faisons comme ça pour l'aspect sportif en tout cas. Ouais, bah après, si ça rentre en compte, effectivement, ça devient un classement complètement différent. Mais comme j'ai dit, je crois que je le dis avec N5, je sais plus, mais ça se trouve en plein milieu de saison, il va partir à jouer en deuxième division football en Norvège ou au Venezuela. Ouais. Non, mais ou c'est alors, vrai. On sait pas, hein, c'est ça qui est. Tu sais l'ancien slogan de la NBA, Where Amazing Happens. Voilà. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Mais c'est presque une petite part de frustration quand tu connais le joueur. Moi, c'est ce que je disais avec mes amis fans de basket, c'est que peut-être la plus grosse erreur de Kyrie Irving, c'est d'être parti de l'équipe de LeBron James, en fait. Parce que t'as l'impression que c'est là qu'il a perdu un peu ce côté, justement, entre guillemets, un peu carré. On demande pas aux joueurs d'être parfaits, de rentrer dans des cases. Mais ce côté un peu de leader, etc., c'est un peu dommage quand on a vu le début de sa carrière. Oui, un des tout meilleurs prospects je pense, de la décennie. Décennie dernière, mais même depuis 15-20 ans. Mais bref. Bon, après, il fait quand même une belle carrière. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, bien sûr. Et c'est pas un facteur qui peut être quantifiable, mais quand tu regardes un match de basket juste par passion et par envie, et que t'as un joueur comme Kyrie Irving qui te procure des émotions comme ça, c'est d'une importance extrême. Oui. Et c'est pour ça que peut-être que c'est d'autant plus frustrant qu'en dehors, il soit si perturbateur, entre guillemets, c'est que tu te dis, voilà, c'est frustrant, quoi. Je suis d'accord. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 16 décembre 2022. Je sais pas pourquoi les quiz aujourd'hui, c'est soit le 13 février, soit en décembre, soit fin décembre. Mais bref, donc oui, c'est un buzzer beater contre Toronto. Je sais pas si tu te souviens de cette action. Non. Le 16 décembre, et vraiment, littéralement buzzer beater. Hein. Il met le 3 points pour gagner le match au buzzer. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce tir? Ouais, ça devrait être un peu plus simple que ici pour moi. Du coup, il était encore à Brooklyn. Donc, tout à fait. Kyrie Irving. Ouais. Est-ce que Ben Simmons jouait? Exactement, Ben Simmons c'est là. Wow, incroyable ça. Je sais même pas s'il a la moitié des matchs cette année, Ben Simmons. KD jouait ou pas? Oui. Ok, donc Kyrie, Ben Simmons, KD. Est-ce que Claxton jouait? Non. Non, c'était pas lui. Est-ce que Patty Mills jouait? Non. Est-ce que Joe Harris jouait? Exactement, Joe Harris jouait. J'ai même pas eu le temps de te faire l'indice du pain de mie. Je l'aurais trouvé avant que tu me le dises, parce que tu l'as fait plusieurs fois cette blague. Oui, j'ai fait trop souvent. Elle est superbe, j'adore. Je suis très fan de ces jeux de mots. Qui manquait du coup? Si je te dis le Jazz, à quoi tu penses? Le Jazz. L'équipe du Jazz. Ah, ces indices me perturbent plus qu'autre chose. Le Jazz joue dans la ville. Enfin, l'équipe s'appelle. Ah, Yuta Watanabe. Exactement. Yuta Watanabe, tout à fait. Ok, d'accord. 5e homme sur le terrain pour Brooklyn. Ok. Du coup, chez les Raptors, est-ce qu'il y avait du Fred VanVleet? Exactement. Ok. Est-ce qu'il y avait du Siakam? Exactement. Est-ce qu'il y avait du Scottie Barnes? Tout à fait. Ouf, Et là, ça se complique. Est-ce qu'il y avait du Boucher? Non. Il n'y a pas de Boucher. Pas de Boulanger non plus. Alors attends, j'ai dit Siakam, j'ai dit VanVleet et j'ai dit Scottie Barnes. Est-ce qu'il y avait du Gary Trent? Non, il n'y a pas Gary Trent. Du Anunoby? Non plus. Ah bah oui, sinon tu m'aurais pas dit que ça se corsait. Ah, exactement. C'est toute la question. Est-ce qu'il y avait du... Qui c'est qu'il y avait encore dans cette équipe-là? Il y avait pas un frère Hernan Gomez là-bas? Exactement, il y a Bo Cruz. Mais qui est Bo Cruz? Si tu as vu le film, le fameux film d'Adam Sandler. Mais c'est lequel d'Hernan Gomez? Faut que je trouve le prénom. Je crois pas que ce soit Billy, c'est l'autre, mais comment il s'appelle? Juancho? Exactement, Juancho. Et je crois que l'autre, c'est pas Billy, c'est Willy. Ouais, mais je crois qu'il l'appelle Billy, non? Ah oui? Enfin, peut-être. J'avoue que je connais pas assez les Hernan Gomez. Ouais, moi non plus. En général, les frères inter-espagnols, j'essaye de pas trop les fréquenter. Trop de mauvais souvenirs. Il me manque qui, du coup? C'était plus un 3? C'était un meneur. Ah, un meneur. C'est le grand, là, avec les dreads. Ce n'est pas le grand, ce n'est pas Banton, c'est l'autre.
Non. Flynn. Oui, Flynn quoi? Malakai. Exactement, Malakai Flynn, tout à fait. Ça aussi, les Sporkle avec Stephen Curry derrière les deux meneurs. Après, c'est le nom de famille que tu retiens. Tout à fait. Oui, Johnny Flynn, on l'embrasse, là où il est. Bref, donc avançons, dernier joueur du jour évidemment. Allons sur Stephen Curry, bien sûr, joueur pas mal finalement. 35 minutes par match. Petit bout de carrière. 35 minutes par match pour Stephen Curry, 56 matchs, 113 de true shooting plus, donc plus 13% par rapport à la moyenne. C'est pas mal, hein. C'est pas son meilleur en carrière du tout, mais c'est pas mal. Sur 31% d'usage, donc énorme volume d'utilisation évidemment. Bon, comme d'habitude en fait, hein, encore et toujours un grand Stephen Curry en 2023. Ouais, un gros Stephen Curry, et c'est peut-être d'autant plus important que c'est un gros Stephen Curry dans des Warriors peut-être moins intéressants. Oui. Et c'est peut-être ça qui est le plus dingue, c'est qu'au fur et à mesure du développement de cette équipe, et effectivement, hein, vu tout ce qu'ils ont accompli, tu peux pas leur vouloir de baisser de régime, en fait, lui, il ne baisse pas de régime. Et c'est peut-être ça qui est le plus incroyable, c'est qu'il arrive peut-être encore à s'améliorer dans certains domaines. Voilà, t'as dit qu'il a 113 de true shooting. Moi, sur ma feuille, je me suis noté, il est que à 113 de true shooting plus. Oui. C'est dire à quel point ce mec est complètement fou. Et moi, qui étais de manière subjective en face, dans le camp d'en face pendant plusieurs saisons, j'ai appris au fur et à mesure du temps à aimer ce joueur, qui en fait est assez incroyable parce que je me suis noté quel est vraiment son point faible offensif. Je sais pas. Il est quasiment élite dans tout ce qu'il est capable de faire de ce côté-là. Oui. Donc voilà, là en plus il varie un peu son jeu. Je regardais les pourcentages de shoot tentés, bien sûr. Il a jamais autant tenté de shoot dans les mi-distances courts de 1-3 mètres du cercle. Il a jamais autant tenté. Et pourtant sa réussite elle est incroyable. Donc c'est qu'en fait il est capable de s'adapter en fonction de soit comment les défenses s'adaptent, soit ce que lui il a envie de faire sur un terrain pour s'adapter à son propre effectif. Là, cette année, si les Warriors, ils ont peut-être été aussi moins bons, c'est parce que Wiggins, il a raté des choses. Donc, Curry a pu s'adapter. Et autant, je pense que c'est peut-être le deuxième meilleur joueur offensif de la ligue, parce qu'il y a Jokic qui fait partie de ce truc-là. Ouais. Autant, je me suis quand même beaucoup posé la question ces derniers jours sur est-ce que le plus gros danger global sur les 48 minutes d'un match, ce serait pas lui? Parce que, je sais plus qui faisait l'interview, là, cette semaine, et qui disait, quand tu joues sur un terrain avec Stephen Curry, tu peux même pas 1/10 de seconde te laisser distraire. Parce que ce soit avec la balle ou sans la balle, il va être d'une dangerosité extrême tout le temps. Et ça, je pense que c'est un aspect psychologique, outre son jeu sportif qui est absolument incroyable, c'est un aspect psychologique sur les attaques, les défenses adverses, qui fait que c'est quelque chose d'inquantifiable, et pourtant c'est un joueur, complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas tout le temps avoir les conséquences de ça sur sa propre ligne de stats, mais disons qu'à chaque match, les défenses s'organisent en termes de schéma pour essayer de le contrer, et même pas que le contrer, le contenir dès le début du match. Et donc, ça va pas se lire sur sa propre ligne de stats, mais il y a forcément d'autres trous dans la défense qui sont créés parce que il y a tel schéma qui est utilisé pour le contrer lui. Et donc, voilà, il y a un impact et un rayonnement qui est immense, et c'est pour ça que il faut pas regarder que la ligne de stats individuelle, mais plutôt la performance de l'équipe quand il est sur le terrain. C'est ça qui est intéressant avec des joueurs majeurs. C'est comme ça qu'on arrive à mesurer justement ce vrai impact sur le collectif. Et là-dessus, il a des chiffres d'élite comme d'habitude. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu disais dans quel domaine du jeu aujourd'hui il a des faiblesses. Aujourd'hui, plus aucun. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu moins le cas avant. Mais le dernier, pour moi, le dernier step-up qu'il a fait. La dernière vraie amélioration de son jeu, c'est que c'est devenu... on en parlait d'ailleurs avec Antoine il y a un peu moins de 2 ans, je crois, sur son profil. On dit, c'est peut-être pas forcément un chapeau 1 en termes de créateur frontal balle en main. C'est pas un LeBron James, c'était plutôt un chapeau 2. Mais je trouve que plus le temps passe, et plus il devient aussi assez incroyable balle en main, vraiment sur ce côté créateur sur pick and roll, créateur porteur de balle, alors que à la base, quand il explose, sa force c'est d'être un détonateur sans ballon, etc. Mais
et de faire un peu les deux, hein, évidemment. Il a toujours su faire un peu les deux, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, la série de playoffs le run de playoffs, il y a des matchs, il était utilisé sans ballon, et puis il crée du jeu sans ballon, et puis il le faisait à un très très haut niveau. Et puis la série contre les Lakers ont coupé dès le premier match le jeu sans ballon, avec des Vanderbilt, avec des Austin Reeves qui font du top lock et des stratégies comme ça pour le jeu sans ballon a été annihilé. Qu'est-ce qu'a fait Stephen Curry? Eh ben, il est devenu porteur de balle classique et avec des résultats assez incroyables. Alors, ils n'ont pas gagné la série. Ah, il a été excellent. Oui, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas gagné la série, mais au final, il est arrivé à manipuler des défenses contre Anthony Davis, contre des trucs comme ça. Et tu vois, sur cette série, c'est dommage qu'il l'ait perdu, mais moi, j'ai un souvenir, du coup, très, très favorable et un excellent souvenir de cette série où il a dû changer et être un peu plus un porteur de balle traditionnel. Et ça, il l'a aussi fait mieux que jamais, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que tu dis, son développement, entre guillemets, sa polyvalence offensive qui s'est perfectionnalisée, depuis le début. Il est devenu lead dans tous les domaines. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce côté créateur balle en main, parce que j'ai des souvenirs, notamment des finales de 2016 qui perdent, où effectivement, il perd des ballons parce que c'est lui qui a la responsabilité de l'attaque, non pas off-ball, mais on-ball, où il perd des ballons sur des passes un peu stupides, des choses qu'il peut être capable de faire, mais voilà, son irrégularité de ce côté-là fait que c'est pas non plus parfait dans tous les domaines. Ça, c'est des choses qu'il a su gommer au fur et à mesure du temps avec son expérience, etc., et qu'il a réussi à progresser. Et voilà, c'est pour ça qu'on le voit de temps en temps. Ça me fait rire sur jouer au golf, etc. Mais c'est un mec qui doit avoir une hygiène et une régularité de travail tellement parfaite pour progresser autant dans tous les domaines offensifs. Parce que c'est extrêmement compliqué d'être aussi fort avec la balle et sans la balle. Et quand tu regardes tout, voilà, tu parlais du pick and roll. J'ai été surpris de voir qu'il était si efficace que ça sur pick and roll. Il est 95e percentile à 30% de fréquence cette année. Il y a que Mike Conley qui est dans ce domaine-là. C'est tout. Et de voir que sur ce côté, justement, avec la balle, Stephen Curry est devenu aussi élite que ça, c'est absolument dingue. C'est vrai que ça aussi, hein, c'est un peu une de ses améliorations en carrière, c'est le drive, où il a toujours été plutôt bon de par son toucher de balle, mais il s'est beaucoup renforcé physiquement aussi ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est devenu un monstre athlétique. Monstre athlétique. C'est pas Giannis, hein, mais par rapport à sa taille et tout, il est très costaud. Il va au contact, il encaisse les contacts. Et du coup, c'est devenu un driver de très très haut niveau parce que quand tu combines tout ça, toucher de balle et maintenant la puissance et le fait de pouvoir jouer à travers le contact et jouer au panier, même quand il y a un peu de physicalité n'est pas un vrai mot, pardon, mais un peu de dureté, voilà, pour le dire comme ça. Et au final, tu vois le résultat, 1,28 points par tir sur des tirs en fin de drive, donc lay-up plus lancer franc. On est sur le même niveau d'efficacité que Irving, qui est lui aussi à 1,28, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on est sur un driver d'élite, alors que c'est vrai c'était pas autant le cas au début, qu'on était sur un shooter d'élite et un très bon driver. Là, plus les années passent, plus on est sur le bon croisement, on va dire, entre son développement physique, il est pas non plus, il vieillit pas, et de l'autre côté, ses skills aussi. Il y a tout qui est bien ensemble, quoi. Ouais, t'as l'équilibre parfait. Tu vois l'image là avec la lame ou le couteau qui est sur le doigt et qui balance parfaitement. En fait, c'est ça, quoi. Ouais. Et sa quantité de tirs au cercle a un peu diminué, mais pour une explosion d'efficacité. Il a 73% au cercle. Ouais. C'est n'importe quoi. Sincèrement, et comme tu l'as dit, il a progressé physiquement. Et ça, c'est un bon côté parce que du coup, défensivement, il est plus solide aussi. Oui. Chose qu'il n'était pas forcément avant. Et du coup, finalement, quand tu fais tout l'étalage de toutes ses capacités et tout ce qu'un joueur recherche en termes de basket, il coche quasiment toutes les cases, quoi. D'ailleurs, c'est un peu marrant de noter que c'est un peu une saison du rebond par rapport à l'an dernier où il était historiquement inefficace. Parce qu'en fait le 3 points a un peu calé l'an dernier pour une raison X ou Y, hein, c'est parfois ça arrive sur un côté aléatoire de une saison, et lui il s'est tombé l'an dernier Stephen Curry, et donc tu vois il shootait que à 38% à 3 points, hein, plus mauvaise marque en carrière, que à 38%. C'est quand même toujours très bon, quoi. Et l'efficacité globale était que à 106 de true shooting plus. C'est l'anomalie, c'est l'année Stephen Curry. Là il est remonté à 113. Ce qui est évidemment assez incroyable en termes de non pas par rapport à la moyenne, mais en chiffre brut. On est, si on le classe par rapport en NBA, on est sur le deuxième meilleur de NBA parmi les joueurs à gros volume, à plus de 30% du age, deuxième derrière KD. C'est très 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 efficace. Au niveau des pull-ups, premier de NBA sur les pull-ups à 3 points, évidemment, 45% sur les pull-ups à 3 points, 6 par match.
Enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, mais effectivement, si on doit retenir un aspect principal en attaque, c'est ce côté développement du drive année après année. Là, je trouve qu'on est vraiment sur un joueur assez très complet. Et je te dis, la série contre les Lakers, moi, en tant que porteur de balle, m'a vraiment bluffé sur certains aspects. Après, il a toujours pas la taille de LeBron ou de Doncic pour faire certaines passes. Mais le côté feu follet, créativité fait qu'il arrive à créer des angles de passe un peu différemment, quoi. Et il a un degré de dangerosité qui est pas non plus le même au-delà de la ligne à 3 points que Luka Doncic ou que LeBron James. Donc ça fait aussi sortir les défenses plus haut et plus agressivement. Donc il y a vraiment un package assez incroyable. Et comme tu dis, peut-être que ça s'est moins vu pour certains par rapport à l'an dernier parce que les Warriors étaient moins bons. Mais pour le coup, c'est un peu comme Draymond Green d'ailleurs. On en a parlé avec Draymond Green récemment qu'on a fait sur la syllabe. Draymond, si tu regardes ses chiffres, tu dis, certains de ses chiffres, tu dis ok, les Warriors sont juste une défense moyenne. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder avec et sans lui. Et avec lui, ils sont que une défense dans la moyenne, mais par contre, sans lui, ils deviennent cataclysmiques. Et en un sens, c'est un peu pareil avec Curry, où c'est pas une équipe fantastique cette année en attaque, mais par contre, le différentiel avec et sans lui est quand même assez dingue, parce que l'offensive rating passe de 112 à 120 quand il est là ou quand il est pas là. Donc, ce qui fait que, si tu regardes des chiffres un peu de performance d'équipe, tu dis, mais finalement, les Warriors n'étaient pas si impressionnants que ça cette année, mais en fait, non. Curry est ultra important et capital pour l'attaque des Warriors, et finalement, c'est le même différentiel, c'est le même impact entre faire passer de cataclysmique à très bon que d'entre bon et élite, en fait. Non, mais c'est ça. Et puis, son net rating, c'est marrant parce que l'offensive rating, je l'avais noté aussi. Et voilà, tout simplement, son net rating, il y a un 10 d'écart, quoi. Il a plus 5 à moins 5 quand il sort, quoi. C'est dire l'importance qu'il a. On parlait de rayonnement sur le collectif avec Irving. C'est ce qu'on a avec Curry en 1000 fois plus, quoi. Bien sûr. Et moi, là où, voilà, tu vois, tu disais il avait pas la possibilité physique, mais ça on peut pas lui en vouloir de pas être capable de faire certaines passes que peuvent faire LeBron mais par contre, je trouve que du coup, son physique différent, entre guillemets, parce que ça reste un athlète incroyable, fait que il y a d'autres domaines où il peut être excellent. Et je trouve que notamment sa mobilité lui permet d'être un élite cutter, je sais pas si je peux me permettre l'expression, mais voilà, il est capable de cut de manière élite, de chez élite. Et pour un mec qui a un tel usage, etc., c'est d'être aussi fort dans des domaines comme ça, c'est extrêmement incroyable, quoi. Vraiment, ça reste une vraie anomalie, même encore aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a tellement l'habitude qu'il soit extrêmement fort comme ça que ça en devient presque habituel. Alors qu'il faut bien se rendre compte que ça ne l'est pas. Et que peut-être qu'on ne reverra jamais, hein. Qui sait, peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un d'autre. Jordan Poole. Mais faut pas s'habituer à ce que ce soit quelque chose de normal. Et surtout, comme tu l'as dit, quand sa plus faible saison, elle est de 106 de true shooting plus, alors que c'est une bonne saison pour d'autres. Oui. Il faut pas garder ça pour acquis quand on a un tel joueur, parce qu'effectivement, là, il a un équilibre parfait, quel âge il a? 33, 34 ans. Il a un équilibre parfait entre son jeu et son physique. Mais viendra peut-être un moment où ça va peut-être un peu baisser, même si quand on voit les LeBron, on se pose des questions. Mais en tout cas, c'est assez incroyable, quoi, de ce côté-là. Puis quand tu vois le Game 7 cette année, c'est n'importe quoi. Game 7, belle illustration de ce qu'on disait sur les progrès au drive, où il est devenu assez incroyable et beaucoup plus implacable qu'avant. Je crois, c'est ça, non? Plus de 50, je crois, de mémoire. Ouais. Mais tu parlais du physique aussi en défense, c'est vrai que moi je trouve il est capable de faire des rotations aujourd'hui que c'était inimaginable pour moi il y a 5 ans qu'il les fasse, quoi. Et je pense que le physique joue un grand rôle là-dessus. Mais tu vois, il est devenu plus costaud et je l'ai vu faire des rotations de protection du panier à la Kyle Lowry que tu me dis le Stephen Curry en 2015 ou 2016 il sait faire ça. Je dis mais non, il sait pas le faire en fait. Et là il le fait parce que je pense que le bonus de physique vient aussi se rajouter au fait que ça a toujours été un défenseur assez intelligent, très très voleur de ballon, playmaker défensif, etc. Toujours impliqué et ce genre de choses. Mais là, pour moi, le côté physique aussi rajoute un bonus et sur certaines rotations off-ball, mais aussi sur certaines séquences on-ball où il est un peu plus costaud. Donc ça fait un package assez intéressant, je trouve. D'ailleurs, sur les finales 2016, j'en reviens souvent à ça, mais parce que c'est quand même rare de voir les Warriors perdre une finale. Ça a été un vrai problème à l'époque, son manque de physique et sa faiblesse défensive, parce que depuis ces années-là, on est dans une NBA où différemment des années précédentes 80-90, où c'est
là, c'était plus tes points forts vont te faire gagner un match. On est plus dans une NBA qui est tellement forte que c'est tes points faibles qui vont te le faire perdre. Et à l'époque, dans les finales, moi je me rappelle que LeBron James, tout intelligent qu'il est, il se disait voilà, la défense elle a un point faible, on va fixer Stephen Curry. Ouais. Et ça c'est quelque chose que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Non pas que ce soit un bon défenseur ou un très bon défenseur, mais ce n'est pas un défenseur négatif, tu peux plus te baser sur ça là-dessus. Et c'est une de ses plus grosses forces aussi, c'est que voilà, ses plus gros points faibles ont disparu. Tu veux dire que sa plus grande force avec les années, c'est d'avoir ramené Jordan Poole pour que ce soit lui qui se fasse chasser à sa place. Exactement. C'est vrai. C'est une forme de QI basket. Hein. Non, mais bien sûr. Oui, d'accord. Libérer la cible sur quelqu'un d'autre, c'est fort aussi. Et donc avec tout ça, avec toutes ces bêtises, où est-ce qu'on l'imagine dans le classement alors? Numéro 1 devant Nikola Jokic pour t'embêter. Ouais. Non, alors moi j'avais un pool de... Moi personnellement je le mettrais 2. Mais si je devais être plus objectif, je le mettrais entre la 2e et, que je dis pas de bêtises, la 5e place du coup. Devant Damian Lillard. Pour moi c'est devant Damian Lillard. Moi je l'aurais mis 2. Mais pour moi il est obvious, de manière obvious dans ce pool-là, quoi. Devant Jimmy Butler, je m'y attendais pas à ça. Ouais, je te dis, j'essaie de rester objectif. Sinon, après, t'as mis Jimmy Butler devant Jason Tatum, donc voilà. Et puis, j'étais obligé de te la faire, mais t'as mis Jimmy Butler aux côtés de Damian Lillard. Donc, c'est vrai. Ça, voilà. C'est vrai. Mais non, moi, je vois Curry là, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, j'aimerais bien le mettre 2 aussi, de mon côté. Je rappelle le haut du classement, pardon, pour ceux qui l'ont pas dans les yeux. Donc, pour l'instant, on a Jokic 1, on a Embiid en 2, Doncic en 3, Kevin Durant en 4 et Damian Lillard en 5. Voilà, à peu près le top 5. Mais c'est vrai que pour moi, l'argumentaire de Embiid un peu devant Luka Doncic, c'était par rapport à la défense notamment, où Embiid n'est pas dans une grande année défensive, mais il y a quand même ce côté protection du panier et gros volume, grosse efficacité, mais pour moi, le niveau et le rayonnement offensif de Stephen Curry est à ce point grand que ouais, ça peut se mettre au-dessus, quoi. Ouais, à ce point polyvalent que... Oui. En fait, je crois que c'était avec toi, si je dis pas de bêtises. Il y a quelques semaines sur Twitter, on discutait, je crois, toi, Antoine, peut-être que je devais participer à la conversation, je me rappelle plus. On parlait de Zach Lowe qui avait dit dans un podcast la superstar la plus malléable dans n'importe quelle équipe, c'est Kevin Durant parce que vous l'ajoutez. Ouais. Et je crois que si je dis pas de bêtises, vous parlez de Stephen Curry comme quoi en fait, non, c'était lui. Et je suis d'accord avec ça. C'est peu importe où tu le mettras, il va te rendre incroyablement fort parce que il a cette polyvalence offensive qui fait que tu n'as pas à t'adapter à lui. Et pour moi, effectivement, Stephen Curry est correspond beaucoup plus à cette définition que ça, et c'est une force incroyable dans la NBA telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est un peu un running gag avec Antoine parce qu'en fait, Zach Lowe dit ça depuis des années. Il dit que c'est Kevin Durant le joueur ultime sans ballon, alors qu'en fait, non, c'est Stephen Curry plutôt. Je suis pas d'accord. Oui, effectivement. Non, mais ça me va de le mettre en 2 parce qu'en plus, c'est vrai que Embiid a un peu ce côté justement beaucoup plus de compromis et très rigide en fait, pas très flexible pour le coup. Ça me va. Tu vas gagner, tu vas perdre avec lui. Tu vas pas pouvoir forcément t'adapter à son style. Non, mais même en termes de création d'attaque, tu vois, il met ses points, énorme volume et efficacité, mais ses points et sa manière d'attaquer ne vont pas entraîner autant de choses, et vont pas autant porter l'attaque qu'un Stephen Curry. Donc, il y a une vidéo que voilà, forcément, c'est ceux qui sont fans des Warriors et fans de Curry les voient régulièrement. C'est pas forcément un système que j'avais énormément vu, ou du moins qui m'avait pas forcément sauté aux yeux. J'ai pu voir un match là contre Dallas, et il y a un moment où Curry passe, voilà, il est complètement off-ball, passe devant les écrans, et t'as des décalages qui sont créés au fur et à mesure. Et il y a un moment, il y a un autre joueur des Warriors, je ne sais plus qui, commence à pénétrer, et donc là, tu t'attends à ce que Powell, je crois qu'il était dépassé, attend l'aide de Bullock qui est en train de revenir au niveau de l'elbow, voire de Doncic qui est du côté faible. Sauf que Curry en même temps est en train d'arriver, et tu vas pouvoir penser qu'il va cut ou drive à l'intérieur. Sauf que il ramène directement en un centième de seconde Bullock complètement dans le corner opposé. Ouais. Et tu vois que en même temps Doncic le regarde. Et rien qu'avec ce côté off-ball, il emmène les deux
pour libérer complètement le drive de quelqu'un qui n'est même pas forcément un très bon driver, mais il a tellement le champ libre de par cette gravité off-ball de Curry que ça en devient un tir facile. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Pour rester avec Luka Doncic ou Embiid, il y a besoin de certaines conditions et mise en place offensive pour les faire briller, alors que Stephen Curry, c'est celui qui justement n'a besoin de rien et qui offre pour les autres même. C'est l'inverse. Qui a besoin de rien, mais qui a envie de toi. Je pense quand même que Jokic est un peu intouchable en numéro 1 pour l'instant. Ouais, bien sûr, évidemment. Sur ce côté encore plus efficace, encore plus de playmaking, encore plus moteur d'équipe surtout, puisqu'on parle d'impact collectif, je pense, mais on est d'accord. Peut-être on aura des conversations sur le top 3 quand il y aura un grec qui arrivera, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour bientôt, mais pas encore. Mais sinon, petit quiz pour finir. Alors bon, le match contre Sacramento, tu te doutes que bon, on connaît tout le monde, donc c'est trop facile. Je suis allé prendre une isolation où il fait danser un défenseur contre Détroit. Nous sommes le 30 octobre 2011, j'ai marqué, non, 2022, 30 octobre 2022. Une isolation où il fait danser son défenseur contre les Pistons. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Alors, 30 octobre 2022, tout début de saison, ça? Ouais. Je vais quand même essayer de commencer par les Pistons, même si ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y avait encore Cade? Oui, tout à fait. Ok. Ça me sauve. Que je réfléchisse. Ouais, alors Wiseman était encore du côté des Warriors. Des Warriors, ouais, mais il est pas sur le terrain. Ouais, il jouait pas. Ouais, j'imagine bien. Est-ce qu'il y avait du Marvin Bagley? Non. Est-ce qu'il y avait du Ivy? Oui, tout à fait. Jaden Ivey est sur le terrain. Ok. J'imagine que Killian Hayes jouait pas alors? Non. C'était. Est-ce qu'il y a comment il s'appelle l'intérieur qui s'est pris la tête avec les bonnes là? Oui. Est-ce qu'il y a Si je te dis avion. C'est pas Jalen Duren. Non. Avion. Ça te dit rien, avion? Avion. Personnel dans un avion. Hôtesse. C'est ça? Il y a des hôtesses et des... Jeu de mots. Pilote. Non. Je l'ai pas, ta vanne. Elle est catastrophique. Mais effectivement, c'est celui qui s'est embrouillé avec LeBron. Ouais. Isaiah Stewart. Exactement, bon, Isaiah Stewart. Ouais, mais je vois très bien en plus l'action où il pète un câble. Bon, c'est ça, les Stewart dans l'avion. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui s'est fait échanger. Il te manque 2 ailiers. Il y en a un qui a fini par se faire échanger. Échanger à Atlanta d'ailleurs. Échanger Sadiq Bey. Exactement. Et il y en a un, le dernier, on a foi en lui. On a très foi en lui. On a très très foi en lui. C'est foi en anglais. Faith. Non, le foie hépatique. Ah, pardon. Je ne sais quand même toujours pas. Comment? Tu sais pas comment on dit foi en anglais? C'est un Isaiah. Ouais. Non, mais Isaiah... Stewart, j'ai déjà dit. Qui je rate? Attends, sinon je peux te le faire deviner autrement. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc Isaiah l'hiver. Oh là là. Wow. Isaiah l'hiver, effectivement. Je savais même plus qu'il existait. Alors là, j'ai quand même galéré entre le foie et l'automne, l'été et l'hiver. Ouais, je suis désolé, mais c'est pas forcément une équipe que j'ai apprécié regarder cette année. Ah non, mais j'ai fait exprès. Attends, tu croyais pas que j'allais te faire deviner des joueurs des Kings Warriors, quand même? Bah oui, ouais, je me suis bien douté, mais ouais, non, Détroit, c'était vraiment un calvaire à regarder cette année. Surtout quand il y a des plus là. C'est le quiz difficile, vraiment difficile du jour. Et côté Warriors, du coup, est-ce que j'imagine qu'il y a Curry. Oui. Wiggins, il était là début de saison? Oui, tout à fait. Ok, c'est après qu'il est... Est-ce que Thompson était là sur le terrain? Non, pas Thompson. Non, pas encore. Draymond Green? Oui, tout à fait. Alors, je sais que Poole a joué tous les matchs, mais est-ce qu'il était sur le terrain? Il n'était pas sur le terrain. Est-ce qu'il y avait Looney? Non, il y a un autre intérieur à côté de Draymond, mais qui est intérieur très mobile. Attends, je me refais. Parce que j'ai Curry, j'ai Thompson, j'ai Green, j'ai Wiggins, c'est ça? Oui. Et donc, il me manque un. Mais c'est pas Wiseman, hein, je pense pas. Non. C'est pas les Kuminga, les Moody. Bah si, c'est Kuminga. Si, d'accord, ok. Bah, j'étais pas sûr, tu vois, je visais plus un très grand... Ok. D'accord, bah, Kuminga. Et le dernier.
Comment te le faire deviner? C'est un shooter. Je croyais que j'en avais 5, pardon. Thompson, Curry, Wiggins, Green. Non, il n'y a pas Thompson. Ah, autant pour moi. Et donc le dernier, c'est un shooter qui sort de la fac de Virginia. C'est Jérôme, ça. Exactement, Voilà. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Faire le jeu de mots. Involontaire en plus. Okay. J'allais totalement te faire le jeu de mots, mais oui, c'est Ty Jérôme, effectivement. Ouais, je me rappelle de lui. Il avait quelques matchs où il était bien chaud. Hein. Oui. Ouais, mais voilà, qui est sur le terrain de ce pull-up spectaculaire, légendaire sur Isaiah Stewart. La tradition, hein, Stephen Curry fait danser les pivots adverses. Et les meneurs aussi, hein, on se rappelle de Chris Paul. Oui, il fait danser à peu près tout le monde, même Kawhi Leonard d'ailleurs. Tiens, j'ai une question pour toi. Parce que tu fais toujours des quiz, mais en parlant de Clarkson tout à l'heure, j'ai zappé de te la faire. Je checkais par curiosité un peu les all-in-one, les LeBron, les Raptors, etc. Je mettais mes limites à minimum 1000 minutes. Donc ça fait 263 joueurs. Combien tient mes Clarkson sur le defensive LeBron? Avant dernier. Ah, t'es pas loin. 261 sur 263. C'est ça, non? Avant dernier. Ah, j'aurais dit 200. Juste Lillard et Doug McDermott. Ouais, je savais que McDermott était dernier, mais McDermott n'est pas dans le classement pour l'instant. Bref, donc je récapitule qui est-ce qu'on a inséré dans le classement aujourd'hui. Donc Stephen Curry s'installe à la 2e place entre Jokic et Embiid, enfin entre Embiid et le MVP, pardon, plutôt. Kyrie Irving s'installe autour de la 15e place entre James Harden et Trae Young. Porzingis un peu plus bas autour de Lauri Markkanen et Julius Randle, même si ça peut être amené à bouger effectivement par rapport à Jarrett Allen qui est au-dessus. Herb Jones aussi un peu plus bas dans le classement autour de la 70e place autour de Keegan Murray et Trey Murphy. Et puis Jordan Clarkson un peu dans le fond du classement, mais qu'on n'a pas mis dernier pour regarder le running gag de RJ Barrett, puisque ça te plaît. Mais Clarkson tout en bas. Et bien voilà pour un bon épisode de La Syllabe. Et en tout cas, merci beaucoup, Simon, d'être passé sur La Syllabe. Merci à toi de l'invitation, c'était très agréable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Et donc voilà pour notre classement, un top 95 déjà. Sachant qu'on ne s'arrêtera pas à 100, vous aurez compris, vu qu'on a plus que 100 noms à classer, mais ce qu'on va faire, c'est très simplement, on va classer de manière organique, et puis à la toute fin de la série, on coupe à 100 et on verra qui a passé le cut ou pas. Donc je sens que normalement pour RJ Barrett par exemple, ou pour Kyle Kuzma, ça pourrait ne pas passer le cut des 100. Mais voilà comment est-ce qu'on tombera sur notre vrai top 100. On classe un peu plus, et comme dirait Chris Boucher, je vous le mets quand même. Mais pardon, excusez-moi. Mais oui, effectivement, par rapport au programme, je vous avais dit aujourd'hui on fait un épisode du top 100 puisque ça aurait été un peu short de faire le montage, mais donc, on va délaisser un peu le top 100 le temps de quelques épisodes puisque nous allons enchaîner, vu que la saison reprend. Nous enchaînons avec nos 3 épisodes de preview. C'est-à-dire, comme l'an passé, le même format de preview, conférence par conférence, 2 épisodes, une conférence par épisode, avec comme format de déterminer le point de bascule pour chaque équipe. Grosso modo, essayer de décrire un peu le champ des possibles, non pas de dire ça va être ça, mais de dire ça pourrait être ça, ou alors ça pourrait être ça, grosso modo. À travers donc le point de bascule principal qui peut faire tomber dans le positif ou dans le négatif pour chaque équipe. Et puis on fera un dernier, je vous en parlerai plus tard, un 3e épisode preview. On verra ça à la fin, mais là on va en enchaîner 3 épisodes d'affilée, donc 3 previews pour lancer la saison. Et donc voilà pour le programme des quelques prochains jours, nos 3 previews qui vont s'enchaîner. Et donc la prochaine fois, précisément, conférence Est. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Simon d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.